LL is MDK all fucking day. Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, comédien et quoi d'autre aussi, il me semble que c'est autre chose. Commentateur à Generation Next, à Limoilou, bébé. Je suis avec Guillaume et nous sommes les seuls frères de la lutte. Et on reçoit aujourd'hui, et non le moindre, un invité de marque aujourd'hui quand même. Je l'ai dit, dernièrement, on va finir par rencontrer tout le monde qu'on aime. Ça s'en vient directement à nous. On est avec Bob le chef aujourd'hui. Bien content. Oh, un petit clap pour Bob le chef. Ça, j'ai des frissons tellement que ça, c'était une bonne intro. Yeah, là, ça demandait à quel point on est lutte. On est très lutte ici. Puis vous êtes des vrais frères comparativement au British Bulldog. C'est pour ça qu'on dit qu'on est les seuls frères de la lutte, parce que c'est une gimmick. Nous autres, on est vrais frères. On est frères. J'ai fait des sharpshooters étant jeune. Ah ouais. C'est moi qui les faisais. On mettait les matelas par terre là, quand les parents s'en allaient. Puis, attaché avec des ceintures de taekwondo. Là, puis on mettait des coins. Puis lui, c'était le petit frère. J'ai 8 ans de différence avec. Fait que lui, il a mangé des powerbombs du ciment. Puis moi, j'étais à l'âge, on a une bonne différence. On a 9 ans, je pense. Ouais, je viens de dire, c'est 8 ans. Fait que t'es comme moi, toi, t'es le miraculé de la famille. Oui, c'est ça. Le cadeau du ciel, comme dirait ma mère. Une belle surprise. Une belle surprise. Puis en fait, moi, j'étais à l'époque où, tu sais, je comprenais moins que c'était pas vrai, tu sais, ou à quel degré. Fait que moi, je frappais pour vrai, tu sais. Fait que c'est trippant pour moi. C'est comme moi, c'est un vrai combat à mort. On ferme la porte, les parents s'en vont. Je sais que c'est comme moi, je me passais dans le Gladiateur. Puis je me rappelle, j'ai des bons souvenirs de moi qui saute, là. Hurricane Rana, tu sais, les genoux au cou, choke, tape dans la tête. C'est le bon vieux temps, tu sais. On n'avait pas de tunes, on n'avait pas d'iPod, on n'avait rien. Tu records, nous, on avait un jeu de lutte, mettons WrestleMania 2000. On avait même cette enregistreuse manuelle, on partait à la musique de Triple H, je l'enregistre pour plus tard faire ton entrée, Triple H avec ça. Malade. Moi, j'ai 10 ans avec mon frère, puis même chose, c'est mon frère qui m'a embarqué dans la lutte. Ben raide, là. J'étais un petit peu plus vieux, fait qu'on allait au centre Paul Sauvé à Montréal écouter la lutte. Puis là, on parle de AWA, Dino Bravo, King Tonga, les vieux Road Warriors quand ils sortaient avec la toune de Black Sabbath. Puis moi, j'étais un maniaque de Iron Sheik, ça, c'était un de mes lutteurs préférés. Puis il faisait le Camel Clutch Iron Sheik, la prise du dromadaire. Et mon frère m'a crissé tout le temps les volets, moi aussi. Puis il travaillait de nuit, puis un matin, je l'avais réveillé avec la prise du dromadaire. Ça réveille. J'ai bloqué son dos. Ma mère était tellement en tabarnane. Tu as bloqué le dos? Oui, il était allé à l'hôpital, puis tout. Il était plus capable de bouger. Un Sheik aurait été fier. Puis la honte qu'un kid de 8 ans casse le dos de son frère de 18 ans. Toi, tu t'es levé de même? J'étais... Avez-vous une ceinture? As-tu te souvenir? On avait une en carton. Elle était très cheap. Là. Puis c'était moi qui l'avais fait. Mon frère, comme c'était pas son gros passe-temps tant que ça, mais moi, je l'avais fait une avec du papier d'aluminium en rond. Puis, ça compte. Aujourd'hui, l'épisode est une présentation de Gestev parce qu'on est là en promotion de AEW Dynamite et Rampage qui va être le 27 mars prochain au Centre Vidéotron à Québec. Ils ont 8 dates, je pense, au Canada. Puis ils font un stop à Québec. Fait qu'on vous parle de ça aujourd'hui. C'est grâce à Gestev, grâce à All Elite Wrestling qu'on est là. On sera assurément au Centre Vidéotron le 27 mars prochain. Moi aussi. Tu y seras. Est-ce que tu y seras avec ton fils? Peut-être, on va voir. Peut-être. Ça dépend de ses notes à l'école dans le prochain bulletin. Mais j'ai mon trio de boys là, que je vais tout le temps à lutte avec. J'étais un bon chum avec Richard Mange-Marais de Black Tabou. Puis, lui, il doit être calme dans les shows, il doit pas dire grand-chose, il doit pas crier. Il est quand même... c'est moi qui prends... Moi, je l'échappe, pas vrai. C'est comme une façon de... En fait, je suis devenu un gros fan de la NSPW. J'étais fan pendant très longtemps de la lutte, puis on dirait que j'ai comme renoué, parce que mon gars, il a 13 ans, puis je l'ai fait vivre ces moments forts-là de la lutte. Fait que... Tu vas aimer ça. Comme moi, j'ai aimé ça. Exactement. Fait que, puis je me souviens, on en parlait, là, on avait été au stade Canac voir le premier gala après la pandémie. Et mon fils, il avait quoi? Il avait peut-être 11 ans, peut-être. Et je me souviens de la face à mon fils. C'était la première fois qu'il s'est rendu compte que des adultes aussi, des fois, ça l'échappe. Ça devient débile. Il joue, tu sais. Ah non, écoute, tu sais, l'annonceur maison était sorti. Puis tout le monde criait en unisson, femme ta gueule. Mon kid était OK, tout le monde crie femme ta gueule. Femme dont ta gueule. Oh ouais, alors c'était malade. Ça, c'est des bons chants qu'on a, mais je vais embarquer ces chants, mais je veux finir mes plugs d'abord. On est au studio Arps aujourd'hui, ARPS. On est sur Cascade Ouest à Saint-Hyacinthe. C'est nouveau ici. C'est nouveau. On est le premier podcast qui enregistre ici parce que vous savez, on défraîchit les routes. C'est ça qu'on fait, c'est juste de la lune. On est ici à côté du Bill Boquet pour vous situer un peu. Fait que si vous êtes intéressé à venir enregistrer à Arps, allez leur écrire. Ils sont en pleine période de booking. Fait que c'est vous voyez bien. C'est super beau. Mick à la régie, là, tout va rouler.
arrivé. On a le son, l'image, tout est on. C'est un mec qui nous fait des pouces en ce moment. Il est content. S'il y a de quoi, on peut y parler. On va l'entendre rire si c'est bon. Sans ça blague, va être bon. le studio, il est malade. Pour vrai, là. C'est super beau. Moi, si j'étais sur la rive sud de Montréal, je viendrais ici. Tu me disais tantôt, là, tout le monde enregistre dans le studio à Thomas Levac. Ouais. Fait que là, ça fait changement. Tu sais, venez à Saint-Hyacinthe. Là, le mec va faire un petit prix. Là. Mick, j'imagine aussi, on peut amener notre décor si on veut. Si on a des props, on va faire mais voilà. Exactement. T'as pas mis tes Funko? Tu t'avais apporté ça tantôt, tout ça. Ah, ben oui, on regarde une chose à la fois. Mais en tout cas, écrivez à... le vin de Bob. Je disais, le vin, il faut prendre tout. Écrivez à Harp. On a la bouteille ici. Bob, je sais pas si tu veux nous en parler. Là. Tu la vois juste ici en avant. Là. Je te laisse faire à ton tour. On fait toutes les plugs en partant. C'est parce que les cheap plugs, c'est très lutte. Puis nous, on veut l'immersion. Puis les gens, quand ils voient des plugs comme ça, ils se disent, on est à lutte. Je sais pas si t'es un gros fan de Mick Foley par Mankind, tout ça. Tellement. Ben, lui, c'est un fervent amateur des cheap plugs. Donc, il dit, bon, mais merci à tout le monde d'être ici. À Saint-Hyacinthe! Puis là, les gens applaudissent, mais c'est un peu ça qu'on veut faire aujourd'hui. C'est un génie du marketing aussi, parce qu'il y a eu ces 3 personnages. Là. Il y avait eu Dude Love, Cactus Jack, Mankind. Lui, il était brillant, parce qu'il dit, moi, c'est 3 payes. Tu sais, je joue au Royal Rumble 3 fois, j'ai 3 figurines, j'ai 3 posters. Ben oui, je sais pas si c'est 3 payes. Non, mais lui, il disait tout il était bien payé, tout ce qui était la merch. Lui, il avait 3 t-shirts, 3 figurines, puis il y avait une cote sur tout. Puis il disait, moi, je suis un brillant. Tu sais, puis il a réussi à rentrer ça en tête à Vince McMahon. J'avais entendu dire ça. Il dit, moi, j'ai travaillé ça, puis il y avait tout son plan derrière. Il dit, moi, je vais avoir 3 fois plus de cash, je vais faire plus de merch, puis il a réussi. À ce jour, je pense que c'est un des meilleurs combats contre Undertaker. Le cage match. Hey, moi, il est sorti de là, il a gagné sa paye. Le LNSL, là, c'est un super bon match, puis personne ne veut faire ça, parce que faut soit complètement insane. Moi, j'étais un peu en retard dans la folie des DVD et des Blu-ray. Puis mon beau-père, il y a 2 semaines, me dit, hey, veux-tu un Blu-ray? J'ai hérité de ça. J'en ai 5 chez nous. Il fait OK. Fait que là, ça m'a permis de retomber dans des vieux DVD de lutte que j'avais, dont celui de Mankind, puis de Mick Foley. Et j'ai réécouté le match de le LNSL avec Undertaker. Puis moi, il fait partie de ma petite playlist là, très précieuse des matchs que je monte aux gens pour leur faire découvrir de la lutte. J'ai travaillé un petit instant dans un bar, puis on fait jouer n'importe quoi à sa télé. C'était, mettons, des courses de billes, des affaires de même, n'importe des combats de sumo. Puis la lutte, je me dis, ça fit. Puis dans cette playlist-là, il y a de matchs de lutte pour faire découvrir. Il y a assurément le LNSL de Mankind Undertaker. Parce que si t'es là, t'attends ton petit mojito, c'est long. Puis là, tu vois, tu regardes la télé, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe là? T'sais? Le gars qui monte, qui se garoche, il y a des questions, puis pendant que tu te poses des questions, tu patientes pour ton drink. Il y a des moments comme ça dans la lutte qui ont comme resté. Moi, je me souviens qui restent comme. Pendant des années, là, moi, je me souviens, j'étais un maniaque de Roddy Piper. Il était. En fait, je trouve qu'il était d'une violence incroyable. À l'époque, il était avec Cowboy Bob Orton, puis Paul Orndorff, puis Bobby the Brain Heenan. Je veux dire, il finissait tout le temps de fouetter avec sa ceinture. Puis il faisait son truc qui s'appelait Piper's Pit. C'est comme un avant l'époque des podcasts. C'était un podcast sur le ring. C'est un podcast sur le ring. Et il avait reçu Jimmy Superfly Snuka, puis il l'avait battu à coups de coconut. Quelque chose qui ne se ferait pas en 2024, c'est sûr que ce serait... Il y aurait quelques avocats qui auraient dit, moi, je suis pas sûr. Mais à l'époque, là... Mais lui, il n'avait pas aussi tué sa femme sans aucune conséquence. C'est aussi quelque chose qu'on ferait plus en 2024. Oui. Aussi quelque chose qui est plus difficile à faire en 2024. Il y a un livre là-dessus, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est quelque chose que... Je t'enligne vers la plug pour la bouteille que tu as apportée, Bob. Excuse-moi. Ben non, c'est correct. Je me suis laissé... C'est correct. Fait que, ladies and gentlemen, boys and girls, Bob le Chef proudly presents to you the greatest wine in the world! C'est fort. Barbec, Bob le Chef, disponible dans toutes les dépanneurs et épiceries du Québec. On a 4 cépages. Puis, c'est... les vins d'épicerie, ça a souvent une mauvaise réputation. Parce que tu peux dire le pays, mais tu peux pas dire la région duquel il vient. Fait que comme là, ici, on a un Cabernet Sauvignon qui est le cépage. Ça, c'est le type de raisin qu'on utilise pour le faire. Fait que quand tu mettais pas la région, ben là, tu peux prendre des raisins de Cabernet qui traînaient un peu partout dans le pays. Puis moi, je fais vraiment affaire avec une association de vignerons en Europe, un réseau de vignerons, en fait, en Europe. Puis le vin, il est tout fait sur un vignoble, comme du vrai vin de la SAQ, tout à la même place. Puis la seule différence, il est moins cher. Il est
est moins cher, puis on l'envoie d'une cuve à Québec, puis on l'embouteille ici. On l'embouteille au Québec. Cool. Puis fait qu'on fait travailler du monde d'ici en plus. Puis c'est disponible partout. Là, toutes les bannières d'épicerie en ont. Puis c'est ça. C'est pas dur à trouver. On le voit passer. Je pense ton vin. Le barbecue à Bob, ça s'accompagne avec tout. Puis vous pouvez même m'écrire. Ça me fait plaisir de vous dire avec quoi marier votre vin. Là. Fait que ça, vous boirez ça à ma santé. Ça se dit bien, le barbecue à Bob en plus. Merci. Je pense que c'est pas un hasard. Là, que ça se dise bien, j'ai fait plein de shows de barbecue avec Hugo Girard. Fou du barbecue en boîte, 3-2-1 barbecue. Fait qu'on était comme, tu sais, on va lui donner une twist. C'était quoi, mettons, les autres noms qui ont été pitchés pour la bouteille? Êtes-vous arrivé vite sur le barbecue à Bob? Quand même, on l'appelait le bout en train avant, puis c'était comme notre façon d'entrer dans le marché. Puis là, on voulait, tu sais, c'était très flyé, le design. Il y en a encore d'ailleurs dans beaucoup d'épiceries, là, puis vous pouvez l'acheter. C'est les mêmes cépages, fait qu'il est encore très bon, là, les bouteilles de bout en train qui restent. Puis on sait que du vin, ça vieillit bien. Là, fait que c'est pas. Mais garde-les dans le sens, tu vas pouvoir les revendre. Ben j'en garde chez nous tout le temps souvenir. Tu sais, j'ai un petit espace bureau avec tous mes souvenirs. Ça va faire 20 ans cette année qu'on fait l'anarchie culinaire. Ce qui me rajeunit pas. Ouais, c'est quand même assez malade. C'est un jeune Guillaume qui commençait à te suivre avant. J'avais 27 ans et le monde était à moi. Puis là, j'ai 47 ans puis je suis vieux. Une dernière chose que je veux dire, puis là, c'est la dernière plug. Je pense que c'est la dernière. Il y a une dernière plug, mais ça fait un peu partie du package. Juste de vous dire que nous, on a un paquet de billets à faire tirer. Donc, soyez à l'affût là, sur la page de C'est juste pour de lutte. l'événement de la AEW. Ben oui, on a des paires de billets, puis c'est des bons billets dans les rouges. Ouais, c'est des belles affaires. Dernièrement, c'est en avant le hardcam dans les rouges. Fait que, restez aux affûts des réseaux sociaux là, pendant la semaine, puis on va vous expliquer comment gagner ça. Là, mais puis si regardez ça. Pas, il y en a encore quelques-uns à vendre aussi. Ben oui, en ce moment, c'est sûr qu'il en reste à vendre. Puis, tu sais, je dis pas attendez qu'on fasse tirer les billets, là, c'est pas ça mon point. Là. Mais, tu sais, je veux dire, achetez vos billets, venez-vous-en, ça va être un petit party, ça va être le fun. Nous, on va être là. Si vous nous croisez, venez nous dire salut. Ça va nous faire plaisir de pouvoir se parler. Puis ça, absolument, si vous me voyez, des fois, le monde sont gênés. Moi, ça me fait tellement plaisir quand le monde il vient de me voir puis il me parle. Pas vrai, là, je suis pas Écoute, c'est drôle, là, cet été, on était... ma blonde puis moi, on travaille moins l'hiver. L'été, on travaille beaucoup. Puis ma blonde, elle tournait une télésérie à Robertval. OK? Elle tournait, pas une télésérie, mais une série pour la TV. Puis c'est une télésérie, ça, je pense. En tout cas, je pense que c'est ça. Un documentaire sur le crime, parce que c'est ce qu'a fait ma blonde. Ouais. Puis, en fait, on s'était comme pas vu depuis 10 jours, puis j'avais une journée de congé, fait que je suis monté à Roberval la voir, tu sais, qu'on passe un petit 24 heures ensemble au moins là, dans notre stretch de 2 semaines. Et on est assis au Normandin. Puis un gars, il vient me voir et il dit « Ah, man, je suis vraiment fan, tu sais, je veux pas te déranger. Je vais aller t'attendre dans le parking, prendre un selfie. » Puis je dis « Ben non, mais attends, je sais pas si c'est mieux, ça. Je parce que là, je vais comme stressé de déjeuner. J'ai dit « Man, on le fait tout de suite. Ça me fait super plaisir. Puis ça me dérange jamais. » Dans sa logique, j'aime ça, par contre. Il s'est dit « Je vais lui laisser de l'espace. Quand tu vas être prêt, je vais t'attendre dans le parking. » Je sais pas. Moi, c'est mieux. C'est super gentil quand même. Ouais, c'est super fin. Mais en plus, si vous me voyez là, au Centre Vidéotron le 27 mars, je vais être assez festif, je pense. As-tu déjà apporté des pancartes dans un show de lutte? Es-tu un gars de pancartes? J'ai apporté une pancarte à la WWE à Monday Night Raw à l'époque avec The Rock. Puis ils m'ont enlevé ma pancarte parce qu'ils choisissaient ce qui était écrit sur les pancartes. Et j'avais la meilleure pancarte parce que The Rock, il disait tout le temps « Can you smell what The Rock is cooking? » Puis là, il faisait comme une drôle de face. Moi, j'avais comme dessiné The Rock, puis ma pancarte, c'était écrit « The Rock is cooking freebase. » Puis ça n'avait pas passé. Il m'avait dit que c'était pas télévisuel. Fait qu'ils ont saisi. Mais c'est une bonne pancarte. C'était dans... Moi, je trouve qu'il était épique. C'est dans les questions qu'on avait. J'essaie de voir qui a posé cette bonne question-là. On a Jessie Grenier qui nous demande justement, Bob, est-ce que tu sens ce que The Rock cuit? T'es sérieux? C'est que, ouais, do you smell what The Rock is cooking, Malade, Bob? malade. Est-ce que oui, tu le sens? À l'époque, je pensais que c'était ça. Ça me sentait venir. OK. Non, mais lui, il voulait savoir, toi, est-ce que tu le sens? T'sais? Est-ce que moi, je le sens? Ce qu'il cuisine. Je suis pas sûr que ce qu'il cuisine, The Rock. Okay. Je pense qu'il se fait des shakes protéinés. Ouais. C'est pas ça, c'est un grand coup. Je pense qu'il y a un cook, premièrement. Ouais, d'après moi, il y a un cook. Y a-tu des lutteurs qui vous inspirent à être des cooks? Il y a Benjamin Toll, qu'on sait, dans le monde du croissant, qui est un bon cuisinier. Ben oui. Il y a Luigi
Luigi Primo aussi, un bon cuisinier. Luigi Primo, oui, ça c'est un personnage qui était cuisinier, j'essaie de penser. Luigi Primo, il a été viral peut-être dans la dernière année. Il est sur le gun, check ça. Okay. Il te montre ça, Luigi Primo, on va peut-être vous afficher ça à l'écran. donc, C'est que lui, personnage de pizzaman, là, puis en fait, intègre ça dans sa routine, là, dans ses matchs et tout ça. Je pense que c'est le genre de gimmick, par contre, qui a une durée de vie limitée, je pense. Là, je pense que c'est dur de se renouveler. Il est sympathique, Gentleman, par exemple. Je l'ai croisé à ma croisière de lutte, parce que moi, j'ai fait une croisière juste de lutte. Là. Chris Jericho organise une croisière. Je pensais que moi, j'étais malade. C'est thématique, juste de lutte. Fait que, ça brave ça. Puis il y avait Luigi Primo qui était là, puis on avait des chemises de toutes les phases de lutteurs complets. Puis il est venu me voir prendre un petit selfie. Il disait, vos chemises sont malades. Comme, Chris, c'est Luigi Primo. Là. Puis, arrête, tu dis ça comme si c'était la grosse affaire. Hey, c'est Luigi Primo. C'est quand il était chaud bouillant. Là, il venait de faire son stunt à la télévision. Puis là, on le voyait partout avec sa pizza, sa fausse pâte à pizza. Une fausse pâte à pizza, puis il lance sur les gens. Puis, mais il a fait tout le long. Je sais pas comment on dit. Il a pétri tout le long du combat. Là, puis c'est ça, sa gimmick. Puis il a maintien, mais là, il était dans son prime. Comme tu dis, je pense un peu ça s'est refroidi sa pizza. Il y avait un boucher, il y avait Abdullah the Butcher, mais je pense pas. Il charcutait plus le front que. Mais ça, c'est l'époque 90, là, début 90 jusqu'à 95, tout le monde avait un métier. Là, il y avait même eu Roadblock. Là, il y avait un Roadblock, puis c'était un gars de construction, un signaleur. Big Boss Man, c'était comme un gardien de prison. Il y a eu le Yeti. Il les a tous eu. C'est pas un métier, ça. Il y a les gars de construction. Il y avait William Regal, qui c'est un gars de construction. Je pense qu'on passe vite. Ça. Brutus the Barber, Beefcake. On passe vite sur Yeti dans la liste des métiers, par contre. Là. C'est un métier. En plus, le Yeti, je sais pas si. Mais en fait, je vais faire du pouce là-dessus. Moi, selon mes informations, tu as suivi la lutte de 84 à 99 à côté. C'est à peu près ça de ce que j'ai compris. Je te dirais, là, de 84, j'ai 8 ans. J'écoute la télé, il n'y a pas d'Internet, fait que t'es parqué devant la télé. Et il y a ces adultes-là qui se battent le dimanche matin. C'était animé par Guy Auré et Édouard Carpentier, si Dieu le veut. Exact. Et ça me fascinait. Et écoute, je me souviens, là... le dernier combat, c'était comme le gros combat, puis tu savais jamais qui avait gagné. Il commençait le combat, mettons, avec Hulk Hogan, mais... Il y avait 8 personnes qui débarquaient. Ça coupait avant qu'il y ait un gagnant. Puis tu pouvais revoir... Cliffhanger. Ouais, carrément. Mais si tu voulais voir comme tous les galas, comme tout le gala complet, non, il fallait t'écouter Saturday Night's Main Event, qui jouait les samedis soirs. Puis ça, c'était tard, là. Ça jouait à 11h30. Puis je suis chanceux, mes parents étaient divorcés. Fait que le week-end, j'allais chez mon père. Puis les pères divorcés, vous allez vous reconnaître. Quand vous avez votre fils à la maison le week-end, c'est un peu plus de free-for-all. Fait que t'es content de le voir. Fait que, tu sais... Ici, tu peux écouter Saturday Night. Moi, mon gars, je suis là. Il se couche tard des fois le week-end. Puis c'était pareil chez mon père. Fait que mon père me laissait être réveillé. Puis là, je veux dire, là t'avais tout. T'avais Ultimate Warrior. Tu t'avais des gros combats. En plus, c'était pas tout le temps comme un poche contre un bon. Puis tu savais à l'avance qui était pour gagner. Alors, j'étais un... Puis, t'as-tu, dans le fond, là, je comprends, t'étais plus dans WWF que WCW, mettons qu'on parle de ça. À cette époque-là, là, il y avait encore des petites divisions. Il y avait la NWA, qui était comme la National Wrestling Association. Elle survit encore et toujours. Il y avait la AWA, qui était American Wrestling Association. Puis ça venait souvent à Montréal. Puis on allait à Paul Sauvé. C'est ça, tu parlais tantôt. Puis Paul Sauvé, le centre Paul Sauvé, c'était le temple de la lutte montréalaise. Il faut comprendre, il y a bien du monde qui sont dans la vingtaine, mais la lutte, même avant mon temps, là, on parle fin des années 50-60 à Montréal. Ma mère me raconte ça. Là, la lutte à Montréal, c'était plus gros que le hockey. Il attirait plus de monde dans un gala de lutte. C'est des coupes de mille de personnes à chaque semaine. Je dis pas de bêtises. Absolument. Killer Kowalski, il avait arraché, il y a une légende urbaine que Killer Kowalski, il avait arraché l'oreille à un lutteur, puis qu'il avait traversé la rue avec son oreille à l'hôpital, puis qu'il avait recousu l'oreille. Tu sais, il y avait c'est la grosse époque des chars de méchants. Là. Quand t'es méchant, tu peux pas tenir avec les gentils. Puis t'avais toutes les légendes d'André le Géant qui étaient dans notre grand-père a bu de la bière qu'André le Géant, parce qu'il
s'en allait jamais Mais du tu vois, bord. moi, Puis, je suis un chanceux qui a vu André le Géant se battre. J'ai vu Little Beaver, j'ai vu Mad Dog Vachon, Frenchie Martin, qui était un lutteur qui est devenu manager, je pense, de Dino Bravo, qui était manager, habitait sur ma rue. Il habitait sa rue Lee-Hébert à Tétroville. Et je peux vous dire, c'était pas chic comme rue. Il était dans les bas-fonds de sa carrière. Et Dino Bravo, qu'on sait, les vrais fans de lutte là, québécois, Dino Bravo, qui je pense qu'il a été champion du monde de la WWF à l'époque, si je me trompe pas longtemps. Non, mais il y a eu un petit run. Mais semble qu'il y a eu un petit run. Il a fini, il a été abattu par la pègre, tout le monde sait ça, dans une affaire de cigarettes et de cocaïne. Et Dino Bravo sortait avec Diane Rivet, qui était ma voisine sur la rue Louis-Veillot. Fait que ça, c'était... Vous l'avez apprécié, ça? Oui, c'était fucking excitant. Et même, tu peux checker dans sa bio... Wikipédia, il laisse comme dans le deuil, là, c'est vraiment Diane Rivet. Ben, elle, la famille Rivet, c'était vraiment nos voisins. Okay. La mère Rivet puis ma mère, c'était à l'époque. Il y avait de la lutte dans ta vie. Oui, c'est carrément sans le savoir. De génération en génération, c'est ce qu'on comprend. Puis là, je posais la question sur WCW parce que tantôt, il a mentionné le Yeti. Puis c'est ça le lien dans ma tête qui se rend jusqu'à cette question-là. Est-ce que tu es familier avec le Yeti? Je suis pas familier avec le Yeti. Ça, c'est une excellente idée. Là. Je me rappelle pas c'est dans quel contexte, mais c'était à Nitro, un lundi, gros show. Puis là, le show se termine, c'est qu'il y a un œuf géant sur le bord de l'entrée. Un œuf géant comme translucide, avec des lumières bleues, tout ça, il me semble. Puis là, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va tuer la grosse année des personnages. Tout le monde avait un métier ou un personnage. Tu avais Robocop. On servait de tout ce qui avait un petit peu. C'était comme un gros bloc de glace, si on veut. Et là, à la fin de l'émission, le bloc a éclaté. Puis là, il y a le Yeti qui est sorti. Puis le Yeti, ce qui est hot, c'est qu'il s'appelle le Yeti, mais c'est une momie. Fait que ça, c'est une autre bonne idée aussi. C'est appeler ta momie le Yeti. Puis là, il était arrivé, puis il avait fait comme un câlin qui avait tué Hulk Hogan à ce moment-là. Il le tenait par les épaules. Puis là, Hulk Hogan il est tombé. Mais bref. Il y avait un autre layer là-dessus. Le gars était grand, je pense que c'est Giant Gonzalez. Puis là, il voulait qu'il soit encore plus grand. Puis il a mis des échasses. Mettons. Le gars, il a déjà pas une grande mobilité. Puis on dit une bonne idée, on va mettre des échasses d'un pied, ce gars-là. Il va monter sur le ring et il va aller attaquer Hulk Hogan, qui est le gars le plus mobile aussi. Puis Hulk Hogan était à sa grosse époque de la WCW où est-ce qu'il décide tout. C'est Hulk Hogan, dans le créatif, il y a un contrôle. Fait que là, il vend pas de temps, le Yeti. Ça, il tente pas. Là, il reste fort pareil. Puis, mais ça, là, c'est revisiter la WCW 1995-96. C'est génial avec Hulk Hogan qui est dans tout. La nostalgie fait bien les choses parce que de ces années-là, c'est pas tout du sans faute. Hein. Mais par contre, c'est un esprit de bon moment pour recommencer à rembarquer dans la lutte en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on fait C'est juste la lutte depuis 2017. Parce que on sait que ça s'en vient. Puis tu sais, mettons, on t'a parlé d'NSPW que t'as trippé, tu sais. Moi, on comprend que c'est ça qui t'a fait réaccrocher, tu sais. Puis on comprend aussi que c'est par le biais de découvrir ça avec ton fils, tu sais. Mais ça reste que le niveau... puis vous avez reçu Marco à Trip de Bouffe, à ton podcast, tu sais. Puis c'est pas gênant, le calibre là, de NSPW, tu sais. Puis je serais curieux de savoir, tu disais tantôt, le Stade Canac, c'est le premier show que tu as été voir, mais je serais curieux de savoir, pas pas savoir qui, toi, t'as accroché, mais plus ton fils à qui il a accroché. T'as-tu souvenir de qu'est-ce qui est. Est-ce qu'il a accroché sur ou des lutteurs? Mon fils est fan de Marco Estrada parce que suite au Stade Canac, là, on était vraiment dedans. Fait que je suis OK, moi, je vais aller voir, je veux retourner voir les galas de lutte à tous les semaines. On était d'un esti trip. Puis je travaillais beaucoup à Québec cet été-là. Puis il y avait l'école de lutte à Saint-Roch. Ça, Saint-Roch ou à Limoilou. Generation Next, c'est leur club école, là, si on veut. Puis on est allé voir un show de lutte. Écoute, il y avait 125 personnes dans la foule. Et c'était... Ça, selon moi, c'était malade. C'est hot, pareil, 125 personnes pour un petit show. Puis, tu sais, c'est pour les élèves. Puis, il y a quand même des gros noms de la NSPW qui y vont. Puis, tu sais, 5$ un billet. Il n'y a pas grand-chose qui coûte 5$. C'est punk rock. Man, c'était malade. C'était malade. Il y a une toilette pour 125 personnes. À bord correct, là, je le dis, c'est un crochet. Il y avait une table qui vendait de l'alcool. Puis là, je veux pas insulter personne parce que moi, je fais la même. Je suis lousse avec mon gars. Ben, je fais pas boire de l'alcool. Mais la mère était là avec ses 2 kids.
Puis je pense que son chum, il devait être un lutteur ou quelque chose, mais les kids, c'est eux autres, tu sais, qui me servaient comme mes cannes de prêt-à-boire ou mes cannes de bière. Puis j'étais juste comme, oh yeah, c'est malade. Tu sais, moi, ça m'offusque pas, ces affaires-là. Je trouve ça fait partie du trip. Et écoute, moi, je l'ai complètement échappé à ce gars-là. Je criais, moi, je suis dedans, là, j'adore ça. Puis là, j'ai insulté Marco Estrada. Puis à ce moment-là, ça faisait, là, de ce que je comprends, Obama, au moins 10 ans que tu n'avais pas été voir un show de lutte en live. Ah ouais, fait que j'étais déchaîné, là, puis j'avais bu un peu aussi. Et je pense que si tu as décroché de la lutte, là, si tu dis c'était meilleur dans le temps, j'ai décroché de la lutte, je pense qu'une bonne façon de raccrocher, si tu as le goût, parce qu'il faut avoir le goût, c'est cyclique l'intérêt pour la lutte, allez voir un show. C'est le fun à la TV, là, c'est bon Dynamite, je vous le dis, c'est bon, ça vaut la peine. Mais je pense que si tu veux rembarquer, là, allez voir un show live. Là. Puis bref, je t'ai coupé pour dire ça, là, mais tu disais que tu t'es mis à triper à ce show-là. Marco a pris du temps. C'est ça, quand Marco a fini son match, j'arrêtais pas de l'insulter. Puis il a tout de suite descendu le ring, puis il s'est dirigé vers moi. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Ben là, tu sais, c'est fake dans le ring. Moi aussi, là, je niaisais, tu sais, j'ai réussi à casser la gueule, tu sais, mais quand même. Puis là, il était comme, yo, t'es Bob le chef, là, j'ai reconnu ta voix dans le ring, man, j'étais un esti de fan. Fait que là, j'ai présenté mon fils. Il a été tellement fin que mon gars. Tu sais, il a amené mon gars dans le ring, tu sais, il m'a montré comment c'était. Puis un esti. Toi, as-tu embarqué dans le ring? Oui. À la fin, on a attendu que tous les combats se fassent, mais à la fin, on a pris des photos. Puis, c'est quoi tes impressions sur le ring? Ça t'a-tu surpris? C'est beaucoup plus dur que je m'attendais. Ouais, tu sais, c'est... Non, tu sais... On sait que c'est pas stagé. On dit pas ça ici. Non, je sais. Il y a une certaine chorégraphie qui se fait. Il y a beaucoup de place à improvisation aussi. Mais les gars, c'est des athlètes. Puis ils se font mal pour vrai. Puis ils sont pas moins athlètes que n'importe qui là-dedans. Là. Je dis surtout... Tu sais, je dis, on est des passionnés de lutte. Moi, j'écoute beaucoup de documentaires de lutte, des films de lutte. Les gars, ils luttent. C'est comme 5-6 soirs semaine. Là. Ils ont des oreilles de cuisinier. C'est intense. C'est vraiment intense. Il y a des parallèles à faire avec la cuisine, je pense, effectivement. Ouais, c'est un métier de passion, la lutte. T'es pas de pourboire non plus. Non, puis t'es pauvre longtemps. Faut te rendre au sommet, là, c'est pas facile. Là. Non, c'est ça. Il y en a une couple qui sont très bien payés, mais il y en a... Puis, tu sais, je veux dire, moi, dans ma jeunesse, là, je me rappelle Coco Beware, puis tout, j'écoute des documentaires, puis Coco, il est dans une chambre de Motel 8 avec son perroquet. Il n'y a rien de glam dans sa vie. Mais les lutteurs 80-90, autres, ils l'ont eu rough. Il n'y a pas ce qu'on appelait des placements. C'est la grosse époque, là, sexe, drogue et rock'n'roll. Tu vois dans les documentaires, les gars, ils passent tout en party puis en poudre. Jake the Snake. Puis, à long terme, je vais te le dire à la maison, c'est pas des bons placements. Non. C'est des réels, des CELI. C'est beaucoup plus à conseiller. Avec ton fils, vous avez accroché après Marco, surtout. C'est Marco qui quitte le show, c'est de Marco que tu te rappelles un peu plus. J'en ai vu d'autres. Je suis allé d'un sol d'église, un sol de centre communautaire à Shawinigan. Ça aussi, c'était Il y avait quelqu'un déguisé en Spider-Man parce que c'est là que tu sais si c'est un bon gars-là. Si un des lutteurs qui est déguisé en super-héros. Non, c'est pas moi. Il y avait un gars qui était comme en Capitaine Québec. Je me souviens pas c'était qui, mais il y avait comme Dave la Justice, sûrement. Carrément. Ouais. Lui, je l'ai bien aimé. Il y a juste une justice, c'est la bonne, puis c'est la mienne. C'était malade, ça. J'ai trippé. Puis là, j'ai cœuré un gars dans le ring, puis un moment donné, le gars dans le ring, pendant qu'il revolait d'un câble, comme ta gueule, le chef! J'ai comme, yeah! Puis mon kid, man, ça te mettre dans la merde, père, femme, ta gueule. Ah ouais, c'est parfait, la lutte. C'est là pour ça. Il faut se perdre la tête un peu. Mais oui! La lutte, ça s'écoute debout. Tu peux pas rester assis tout le long. C'est encouragé. Même les grosses, même les fêtes au Québec, c'est plus commun qu'on va voir du monde crier. Mais même dans les grosses fédérations, tu vas voir WWE, All Elite, il y a 20 000 personnes, le monde va être calme. Non, le monde ne sont pas calmes. All Elite, tu vas aimer ça parce que c'est une foule de fans de lutte, évidemment. Des shows de lutte, c'est tout le temps des fans de lutte. Mais il y a beaucoup, quand la WWE vient, c'est beaucoup hey, la WWE vient, on va aller voir ça. Puis je suis peut-être moins. Là, ce que je veux dire, c'est que la All Elite, moi, je file que c'est comme une foule professionnelle. Fait qu'il y a des chants, il y a des chants en français. Puis moi, j'adore les chants en français quand on voit un produit américain. Là. Ça me fait. Entendre quelqu'un crier pas gentil. Pas gentil. Moi, j'adore ça. Fait que, je pense que tu vas trouver ton compte à All Elite au centre Vidéotron, c'est clair. Je sais qu'on sait pas c'est quoi la carte au moment de faire ce podcast. All Elite, ça va être. C'est le mercredi, on va le savoir le mercredi d'avant. Moi, j'espère que Jericho y est là. C'est ça, les parallèles qu'on peut faire là, pour ceux qui veulent raccrocher, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qu'on vise avec ce podcast-là, je pense. Il y a beaucoup de gars de la WWE. Il y a Chris Jericho qui porte les un peu... Les Hardy Boys qui sont les là. Les Hardy Boys sont là. Il y a Chris Jericho qui est là. Il y a
Sting. Il y a Sting. Sting, il fait son Sting dernier est là. match à vie au mois de mars, à 64 ans. Ça va être... Sting jump de haut de balcon. Il est rendu hardcore Sting. C'est hardcore Sting à 62 ans. Il s'est dit, moi, là, j'ai pas fait ça. Ma dernière run, Terry Funk. Fait que là, il a pas mal été là-dedans. Puis là, 64 ans, là, ses derniers combats, il est temps qu'il arrête, là, mais il y a eu un peu aux 2 ans. Là, quand tu allais voir Dynamite quand ils sont passés à Montréal, tu as donné une idée. Là, le main event, c'était Edge contre Christian. OK. Fait que ça, c'est 2 que tu dois replacer, Oui, j'imagine. absolument. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, il y a beaucoup d'anciens de WWE, mais ce qui est cool aussi avec la All Ils ont Elite, pris les meilleurs. Oui, puis arrivé avec l'ouverture d'esprit ils ont créé leur star aussi, ça existe depuis 2019, puis tu sais, il y a des Sammy Guevara, Darby Allin, il y a du monde que tu vas découvrir, puis que ça va être le fun, mais c'est cool aussi d'avoir les visages familiers, tu sais, puis avoir ce genre de petits bonbons-là aussi. Puis tu dis les meilleurs, c'est des gens qui... C'est cool de les voir dans un contexte en dehors de la WWE parce que tu sens que pour le meilleur et pour le pire, il y a un cadre moins rigide. Fait que s'ils veulent aller all-out puis faire un match plus risqué, tu sens qu'ils peuvent. C'est plus de la lutte old school un peu, là, de retour dans Je suis pas prêt à dire old school parce que il y a des spots à plus finir. Oui, puis, mais moi, je suis un maniaque de la ECW. Ça ressemble un peu. Ouais. Aussi, si tu vas voir la NSPW, c'est plus le sommet de la pyramide de la lutte indépendante. Ouais. Ils se vendent de même. C'est ça. C'est beaucoup de moves, c'est beaucoup de... Les lutteurs, on suit les entrevues, puis tout ça, c'est comme Gab dit, il y a moins de cadres à WWE, c'est tout est écrit à virgule près. Eux, c'est plus genre, on te lance dans le bain, puis faut pas que tu te noies. Si tu te noies, on va te flusher. Puis sinon, si tu comme fan, c'est cool parce que tu sens pas que ton intelligence est insultée. Comme tu peux sentir des fois avec. Tu sais, puis là, le but, c'est pas de te dire, il y en a qui est meilleur que l'autre. C'est pas. Je sais qu'il y a un Québécois, mais j'ai rien suivi de tout ça. Kevin Owens, Sami Zayn, là, c'est les deux qui sont solides. Mais ouais, mais moi, en tout cas, j'ai hâte Steve, de pouvoir t'en reparler après, de savoir qu'est-ce que t'en as pensé, puis tout ça. Là, puis ça va être vraiment trippant. Puis Guillaume, j'ai vu dans la liste de sujets, parce qu'on a quand même une coupe de liner au cas où tu as écrit tout à l'heure l'anarchie culinaire a sauvé le cégep de Guillaume. Oui. Parce que moi, je suis rendu à 36, bientôt 37. Okay. Attends un peu, check ça. J'ai amené mon édition. Oh, ça, c'est une édition que tu dois bien aimer parce qu'elle est décalissée, dans le sens que elle a servi. Ben oui, je m'en suis servi. C'est malade. Je pense que c'est moi qui te l'as légué, celle-là. Je pense que oui. Ça se peut que tu me l'as légué, effectivement. Je suis plus jeune que toi sur le cover. Tu veux? T'as quel âge là-dessus? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans aussi. Fait que ça va faire 20 ans, ce livre-là. OK. Ça sort un an après. Là, ou 2008 qui est daté, j'ai 29 ans là-dessus. Ouais, j'ai 29 ans. Fait que j'ai 19 ans. En 2008, je suis à ma 2e année de cégep. Là, je suis à l'époque. J'ai fait le tour d'acheter de la pizza déjà faite. Ouais. Toutes des macaronis déjà faites parce que tu ne le faisais pas. C'est du craft dinner. Puis là, tu accumules ça coûte cher. Puis c'est comme, il doit y avoir une solution qui existe. Puis à l'époque, t'as genre Ricardo. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Il est tout à comment faudrait que tu cuisines un burger avec de l'huile de truffe. Je suis comme, moi, je pourrais pas de la payer, l'huile de truffe. J'ai 42 pièces dans mon compte. Puis 2, je suis à Saint-Hyacinthe. Je sais pas quoi faire. Ouais. J'en trouverai pas d'huile de truffe. Puis là, arrive Bob le chef. Puis après 5-6 ingrédients, tout se trouve au IGA du coin. Ça m'a sauvé la vie, puis ça m'a appris à cuisiner. Maintenant, je cuisine de l'orge là, tantôt. Là, ce que tu me dis, là, c'est exactement pourquoi j'ai parti le livre. Moi, j'étais déjà cuisinier, j'avais mon diplôme, j'avais travaillé dans plein de grands restaurants déjà à cette époque-là. Et j'écoutais des shows de cuisine, puis j'étais comme, mais c'est cool, là. Je veux dire, moi, là, j'habite à côté du marché Jean Talon à Montréal, puis je ne vais pas m'acheter du vinaigre de poire. Tu ne te sentais pas représenté. Non, mettons. Carrément. Fait que j'étais comme, imagine, esti, si tu viens de Sainte-Perpétue, je veux dire, c'est loin, là, aller au marché Jean Talon le week-end, t'acheter un ingrédient pour faire la recette. Fait que chaman, il faut que quelqu'un fasse de la bouffe pour eux autres. Puis quand t'es cuisinier aussi, quand t'as fini ton chiffre, t'arrives chez vous, tu te fais pas de la grosse bouffe. Tu te fais de la bouffe comme ça. Des restants dans ton frigo, puis tu fais quoi avec. Parfait, c'est comme si t'as 42 pièces dans ton compte. Je vais pas me chercher de l'huile de truffe ou du vinaigre de poivre à 42 pièces. Il me reste 0. Là, ça arrive, puis là, j'ai une Big Ten à m'acheter. Vendredi arrive. J'ai une Big Ten à m'acheter. Je suis au cégep, là. Ça va prioriser l'huile de truffe. Mais c'était vraiment hot. Puis en plus, t'avais... on parle de lutte depuis tantôt, mais j'ai toujours trouvé que dans Bob le chef, il y a un peu de lutte. Là, la musique, le style, la casquette. Là, il y a une part de... Ben, en tout cas, là, il y a une gimmick là, quand même. Il y a beaucoup d'affaires qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, comme dans nos premières vidéos qu'on faisait sur 33 mag. On était souvent déguisés. Et souvent, on était déguisés à la saveur de bouffe qu'on faisait. On n'a pas fait de blackface. On n'a pas fait de blackface. Je suis sûr qu'on a déjà fait une voix douteuse asiatique en quelque part. Là. Tu parlais en elle, mettons. Bonjour.
Ouais. Fait que, tu sais, il y a des... Allez pas chercher ça, là. Non, ça n'existe plus. Hein, c'est tout... mais, tu sais, c'était une autre époque. Tu pouvais faire ça. Je ne le referais pas en 2024, mais à cette époque-là, je le faisais. Puis, effectivement, beaucoup inspiré par RBO. Tu sais, les sketchs de RBO, ce qui était souvent costumé, puis toute la vieille mouvance de Rock et Belles Oreilles. Puis la lutte, carrément. Est-ce que c'était conscient dans ta tête que c'était inspiré de la lutte ou pas vraiment, mettons? L'aspect de s'appeler Bob le Chef. Il y avait un côté... À l'époque, tu sais, YouTube n'existait pas. Puis ils appelaient ça le Far Web. Puis il n'y avait pas de règlement. Tu faisais ce que tu voulais. Fait que souvent, la recette, c'était pas le plus important. On partait d'une toune. Tu sais, comme, j'étais en auto, puis j'écoutais les B-52s, Rock Lobster, puis je suis comme, on fait du homard avec cette tune-là. Tu sais, fait que souvent, ça partait vraiment de ça, là. La recette devenait secondaire. On passait à une idée folle de costume où il se passait quelque chose. Là, je me souviens, il y avait eu l'opération Shark ou Cobra. Il avait arrêté tous les parrains de la mafia. Puis à qui on fait des gnocchis à l'italienne. Puis des gnocchis, c'est des pâtes faites avec des patates. Ça existe encore d'ailleurs sur Internet. Parce que les Italiens, tu peux rire d'eux autres, ils ont le dos large, ça a l'air. Mais c'est des pâtes faites à base de pommes de terre, des gnocchis. Oui. Puis on avait construit un patatar. Construisez pas de patatar, mais c'est ça, construisez un. Je sais pas c'est quoi un patatar. Tu sais pas c'est quoi un gun à patate? Un gun à patate. Yo! T'as jamais. Ben, je sais c'est quoi un gun à patate, mais je pensais pas qu'il y avait un nom cool de la même. première patate, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'habitais comme dans le plateau Mont-Royal, là, dans le parc La Fontaine. On a testé le patatar. Hey, la patate est partie à comme. Elle fait un demi-kilomètre, cette petite patate. Moi, mon seul souvenir avec ça, c'est. Mon demi-frère Antoine avait fait pour son projet secondaire 5, il fallait qu'il fasse un projet toute l'année dans le cours de sciences, je pense, puis il avait fait un patatar. Maintenant, j'apprends le nom. Puis je me rappelle juste que quelques mois plus tard, sa mère, il avait pris des tuyaux de PVC faire ça, tu sais. Puis là, sa mère avait besoin d'un tuyau de PVC, puis elle avait juste démonté, puis elle l'avait pris, en se disant que ça n'a pas de valeur, cette chose-là. Puis je comprends, tu sais, puis j'imagine que tu peux comprendre la valeur sentimentale qui va derrière un patatar, là, tu sais. Mais fait que c'est ça, on faisait des scénarios, je me déguisais en parrain de la mafia, on mettait la toune du parrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le patatar? Vous l'avez utilisé dans la vidéo? Oui, on passait. Tu mettais une pomme sur ta tête, et comme. On avait un gars qui était souvent figurant dans nos vidéos, puis là, je reçois le téléphone. Moi, je suis le hitman, puis là, je reçois le téléphone du grand parrain, puis comme, on passe un tel, puis là, je m'en vais au parc, puis le gars, il est habillé là, comme en suit. C'est un peu Jackass, là. Oui, carrément. Mais je le tirais pas pour vrai. Tu sais, comme, on tirait le patatar, puis là, on lançait la patate, on faisait du montage, puis on lance la patate, puis le gars, il tombe. La lutte est partout. Puis là, on faisait des gnocchis après. Parce que c'est de la lutte, parce que là, il le vendait, qu'il avait mal. Absolument. Oui, carrément. Fait que moi, je veux qu'on fasse plus de liens avec la lutte puis Bob le Chef. Fait que le nom, tu sais, il y a une idée de branding. Je vais toujours m'appeler Bob le Chef partout où je vais, au point que tantôt, je t'ai dit, t'appelles-tu Robert ou Roberto? Tu sais, je ne le savais même pas, comprends-tu? J'imagine qu'une simple recherche aurait pu me permettre de voir ça, mais je voulais l'entendre, tu sais, de ta bouche. T'as réussi à te faire appeler Bob le Chef à Radio-Can, à TVA, tu sais, c'est quand même fort, là. Ouais. C'est vrai que c'est. Le branding est fort, là. J'ai jamais pensé à ça. À Radio-Can. À un moment donné, c'est fou, parce que, tu sais, là, je suis comme un ado attardé, tu sais, j'ai 29 ans, je fais de la bouffe pour du monde qui sont dans les premiers logements. Non, mais il y a eu une phase, tu sais, j'étais comme. Ouais, je suis rendu à 37-38 ans, tu sais, comme, ça commence à être cringe que je fasse de la bouffe pour des ados, tu sais, puis même on était comme, fuck, on va-tu comme continuer à appeler mes partners puis moi, on est 3 dans l'équipe, là, on n'est pas une grosse équipe, je suis avec la même équipe depuis toujours, c'est un couple d'amis qui sont mariés, Alexis et Mathilde, puis eux autres faisaient des vidéos de skateboard, c'est de même qu'on a tous parti le projet, puis c'est encore mes partners 20 ans plus tard, fidèles. Cool. Tu sais, j'ai laisserai, moi, j'ai les laisserai jamais, là, je veux dire, tu sais, je leur dois tout, on a construit ça ensemble, ce projet-là, puis bref, aussi, je m'en allais avec tout ça. Là, je perds le fil dans mes idées. Mais c'est ça, on se demandait qu'est-ce qu'on était pour faire. Tu sais, avec le branding, on continue à s'appeler Bob. Tu continues à t'appeler Bob le Chef ou est-ce que tu prends ton vrai nom, Robert James Penny, puis tout. Puis on dirait que sans me dire, OK, là, je me réinvente, ça s'est comme fait tout seul. Puis, c'est ça. Aussi, le nom de personnage, l'anarchiste culinaire, on a passé vite, là, on n'a pas nommé, mais ça aussi, c'est une autre couche de branding quand même. L'anarchie culinaire, selon Bob le Chef. Ça fitait, c'était comme à contre-courant de tout ce qui se faisait. Exactement. Mais je faisais pas grand-chose. Ce que je faisais, c'est des livres de recettes pas suivables. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait difficile de faire un livre de recettes en bas de 10 par contre? Là, parce que c'était ça le branding. Là. Je pense qu'aujourd'hui, ton livre de recettes en bas de 10 serais-tu capable encore de faire des recettes en bas de 10 François Lambert est capable, pour 50$ par semaine.
plus tough. facile. C'est plus tough que Parce que c'était. je checkais en m'en venant tantôt parce que je suis venu en train aujourd'hui de Québec à Saint-Hyacinthe. Je vivais le rêve. C'est haut de gamme, le train. C'était tellement très détendu. Est-ce que tu as déjà fait on prend tous un train pour la vie? J'ai jamais fait ok. José Lito. J'aurais aimé ça. Mais je regardais les recettes. Je suis un B ou un C, hein? C'est juste les A qui vont à ces émissions-là. Mais pour nous, t'es un A, en tout cas. Nous, t'es dans les invités A. Fait que je sais pas ce que ça dit sur nous, là, mais moi, je suis content que tu sois là aujourd'hui, Bob. Puis je regardais dans les recettes, 7 à 10 $, il y avait tartare de saumon aussi. Je me disais, là, on est peut-être moins dans peut-être une portion, tu pourrais le faire. OK. Tu sais, tu peux encore acheter des capres au Dollarama, puis tu peux acheter un morceau de saumon pour à peu près 4 $. Puis, mais tu sais, puis une petite shot de moutarde, puis de l'huile. Peut-être pas de l'huile d'olive, c'est rendu cher, de l'huile d'olive, mais tu peux tout faire avec l'huile végétale. Puis ce livre-là, est-ce que c'est encore en vente, penses-tu? Il doit en rester une coupe en circulation. Il y a quelque chose de drôle qui est arrivé. Moi, je l'ai plus, mon livre. Ah! Ouais, j'ai non, mais check bien ça. Je regarde, comme... Non, mais j'ai fait 3 livres, puis j'ai aucun de mes 3 livres. Puis ma blonde est écrivaine, Victoria Charlton, pour ceux qui s'intéressent. Et ouais, un petit name drop. Puis je vais la voir au Salon du Livre, tu sais. Puis là, je vais au kiosque de la presse. Puis là, mes livres sont comme en vedette, tu sais. Puis là, je suis comme, oh my God. Puis ma blonde, pour me faire un cadeau, elle a acheté mes livres. Ah, cool! Fait que là, j'ai les ai finalement chez nous. Non, mais c'est une histoire que c'était pas important pour toi de les avoir ou tu n'as pas pensé à cette bout-là? C'était pas si important que ça pour moi de les avoir. Puis tu sais, je veux dire, ma mère, un jour, elle va sûrement décéder avant moi. Pas que j'espère qu'elle décède avant moi. C'est la dame qu'on voit avec la sauce spaghetti d'en face, yeah, ou? Exactement. Ouais, c'est pour ceux qui savent, là. Je l'ai utilisé pour vrai. Elle les a, mes livres, puis crée-moi, tu sais, sont bien rangés. Puis je pense même qu'ils sont plastifiés chez ma mère. T'attends d'en hériter, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je me dis, un jour, moi, il réavoir, là. Mais là, je les ai toutes mint chez nous, là. J'avoue que... Moi, ce que j'aime, la dernière chose que je vais dire sur l'anarchie culinaire, que je vous suggère encore fortement, ce que j'aime là-dedans, là, c'est que tu ne prends pas pour des caves, puis c'est jamais... Ben, c'est dit peut-être, mais c'est pas dit tout le temps hyper clairement d'improviser, mais on sent qu'il y a une place à l'improvisation. Oui. Dans le sens, si je parlais du tartare de saumon, je pense que tu parles de mettre du jus de citron, du sel, puis c'est à peu près tout. Ça sous-entend, hey, si t'as le goût de mettre autre chose, vas-y. Ben oui. Je te montre la base, puis arrange-toi après. C'est ça qui est cool, parce que moi, je trouve que c'est un livre qui te montre comment cuisiner, à l'instar à la différence de d'autres livres qui va être comme la recette complexe que tu dois faire comme ça. Puis, tu sais, ceux qui prennent le goût de cuisiner puis qui aiment ça cuisiner, je pense que t'as pas le choix de devenir créatif. Là, parce que sinon, suivre une recette, c'est tel que moi, je trippe pas à cuisiner. Tu sais, je suis les recettes, mais je pense que. En tout cas, moi, je suis l'anarchie culinaire, je pense que c'est aussi de se permettre d'être créatif. Tu sais, je pense que c'est ça à la base. Ici, on va faire d'autres liens avec Bob le chef et la lutte. Moi, je me dis, là, tu commences à t'intéresser à la lutte encore plus. C'est pas long avant qu'on voit Bob le chef faire une apparition dans le monde de la lutte. Je me dis, sous quel chapeau t'aimerais ça faire une apparition dans la lutte? T'sais? Arbitre. Arbitre? Okay. Absolument. Mais je serais, arbitre spécial pour un match. Arbitre spécial pour un match, puis je triche. Je suis le gars qui fait une jambette au bon. Moi, j'ai tout le temps aimé les mauvais. OK. Mais tu penses que t'as ça dans toi, mettons? Ouais. OK. Oh, ouais, c'est que j'aimerais ça faire ça. Ça serait un méga trip. Il n'y a pas un show là, genre Fumigène, le groupe à Gab, là, NSPW qui s'en vient. Tout est possible. Là. Ah oui, ben On oui. cherche toujours des arbitres. Des commentateurs. Moi, je commenterais avec toi. Tantôt, tu as traduit un nom de move, là, de la prise du dromadaire. Ouais, moi, je t'imagine, je commande quelque chose. Tu dis, ah oui, la prise du dromadaire. Mais je connais les noms. C'est parce qu'Édouard Carpentier, c'est un Français de France, comme on dit au Québec. Oui, ces Français-là. Ces Français-là, Puis lui, il disait vraiment les prises de lutte. C'était la prise en 4, c'était pas le figure 4. C'est vrai, RDS, la WCW, Marc Blondin, pis ça. De mémoire, il traduisait tout. On est encore là-dedans. Marc Blondin, man, ça, c'est... lui, avec, je l'ai croisé au Roi Bar, qui est un endroit de perdition. D'ailleurs, le Roi Bar, on en parle beaucoup dans le livre Le Plongeur. Puis c'était dans mes temps que j'étais cuisinier puis que je buvais beaucoup. Puis j'avais croisé Marc Blondin avec PCO. Puis asti que je tripais, man. C'est PCO qui fait un solide comeback. Il est encore là depuis plusieurs années puis il est pas moins fou qu'avant. Non, mais il est pire. Son Franken PCO, là. Il était intense, mais
Il est super gentil, tu le rencontres, là, il est super sweet, puis sur le ring, il est complètement fou. Là. Mais dans la vie de tous les jours, il est super calme, super gentil. On l'a reçu, puis c'est peut-être mon entrevue favorite qu'on a faite ici. Là, il était tellement généreux de son temps, puis intéressant, puis articulé aussi. Puis tu pourrais penser, là, je vais le dire dans mes mots, tu pourrais penser que c'est un gros niaiseux. Je sais pas pourquoi. On dirait que tu pourrais avoir cette impression-là, parce qu'il fait des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais il est tellement articulé, puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça tellement le fun. Puis tu sais, les gens les plus fous sur le ring sont souvent les plus calmes en dehors. J'imagine qu'il y a du monde fou sur le ring qui sont fous en dehors aussi, mais mettons, Mick Foley, très tranquille en dehors. Mais même Marco Estrada, je veux dire, il est quand même flamboyant dans le ring. Puis quel humain sensible et sympathique. Pour vrai, là, il y a un podcast aussi qui fait que sa blonde. Je suis allé faire ça avec ma conjointe, secret, je pense, justement. Je me souviens plus du nom. Je m'en veux beaucoup. Ouais, c'est ça, parce que tu dis un secret à la fin. Mais là, il est comme en tournage. Là, en ce moment, on enregistre, il est en Patreon, là, du côté Patreon. Après ça, on va le voir grand public. Puis, mais ça, j'en ai tourné avec lui, puis comme quel gars sympathique, pour vrai. Là, puis, en tout cas, on va dire, on est allé enregistrer un podcast chez eux, puis c'était pas compliqué de remplir 1 heure. Non, pas de problème. Pas de problème avec ça. Puis, non. On a le même problème qu'avec toi en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Faut pas... Mais tu sais, des fois, là, j'ai recroisé des amis de secondaire, un show que j'ai fait avec Fumigène récemment, puis c'était bien Fumigène, c'est ton band? Oui, c'est ça, exact. Ouais. J'en parle des fois, là, fais des petites blagues. Ouais, quel genre de band? Attends un peu, je vais le dire tout de suite après, mais j'ai croisé des amis de secondaire, puis c'est vraiment le fun de se croiser, on s'est pas parlé depuis 10 ans, puis tout ça, sauf que s'il y avait des gens là-dedans puis shout-out à toi, Alex, je t'aime beaucoup, tu sais, c'est que je parlais, mais dès que j'arrêtais de parler, il n'y avait plus de conversation. Puis je savais qu'il était content de me voir parce qu'il venait me voir à table de merch, mais il y avait beaucoup le moment de t'arrêtes, puis là, c'est... Ouais. Puis tu dois le vivre des fois avec des invités. Tu as toi-même ton podcast Trip de bouffe. Puis là, on va pas name drop des gens que ça n'a pas bien été. Non, mais des podcasts, c'est moins pire parce que on invite le monde en conséquence qu'on se dit on va avoir un bon temps avec cette personne-là. Souvent, par exemple, je vis un peu la même chose que toi que tu viens de raconter. Puis moi, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un de bien ordinaire. Je me tiens encore avec mes chums du secondaire, puis j'écoute pas le hockey avec Guillaume Lepage le mardi soir, je l'écoute avec Tanguay, c'est la rue Champlain à Montréal. Puis, je suis un gars bien terre à terre. Mais des fois, je vois du monde, mettons, que j'ai pas vu depuis longtemps. Puis eux sont fascinés par le monde de la télé ou le monde des médias. Fait qu'ils te posent plein de questions. Puis au début, tu es content de les voir. Fait que tu réponds. Puis à un moment donné, consciemment, là, je suis comme « Ah, man, ça fait 15 minutes que je parle de moi, puis je suis plus bien. » Tu sais, fait que j'ai goût de savoir qu'est-ce que tu fais. Puis là, je te pose une question, puis tu me réponds « Ben, pas grand-chose. » je comprends, Puis c'est ça, moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Ça, est-ce que le monde, ils font aussi, là? Il y a un bout de flatteur de savoir que les gens sont impressionnés, mais je pense que tu as le goût aussi d'être un humain normal. Ah, puis à un moment donné, ça tu deviens un produit, genre. Là, oui, ben, c'est parce que, tu sais, bon rêve. Comment t'as parti le projet, je veux dire, je compte exactement pareil d'un talk show qu'à quelqu'un qui me le poserait d'un souper, tu sais. Je pense qu'on peut se vanter assez juste de la lutte de ne pas faire les mêmes entrevues qu'ailleurs. C'est sûr qu'on parle beaucoup de lutte. Fait que c'est clair. C'est rare que tu arrives à tout le monde en parle puis il te parle de toi, la lutte. T'aimes-tu ça? Mais moi, encore une fois, les liens entre Bob le chef puis la lutte, tu dis arbitre spécial pour un match. Ça, je l'ai pas vu venir. Je trébuche le gars, je fais une jambette à la fin. Je le vois, il s'en va d'un câble. Je fais une jambette. Puis, ou tu sais, le long count. Tu sais, comme 1, 2... Non. Puis l'autre, quand il pine, c'est 1, 2, 3, man, c'est fini. Puis t'as des amis dans le monde de la lutte aussi. Je pense que tu connais Pee-Wee qu'on parlait. Pee-Wee qui d'ailleurs vient de terminer une longue rivalité de 13 mois contre Dave la Justice samedi. Fait que, au moment où on enregistre, fait que tout est dans tout. Pee-Wee, il est en fucking forme en plus. Il y a 40... J'espère que je te vieillis pas, Pee-Wee, mais je pense qu'il a 42 ans, man. Puis il savait que c'est un Christy de bon gars, man. Super sympathique. Puis aussi, il faut que je le dise, quand je descends à Québec, c'est souvent le week-end que je vais aller faire des festivals, des trucs comme ça, ou que je passe Québec même. Moi, j'écoute les légendes du rock. Quand j'arrive à Victoriaville, c'est là que Radio X rentre et je me crisse ces légendes du rock et j'écoute Pee-Wee toute la journée. Il va être content d'entendre ça, je pense. Pee-Wee, c'est une machine en plus. Il fait comme... Il n'y a aucun animateur radio au monde, OK, qui fait 9 heures
radio. Il commence à 9h le matin, il finit à 5h le soir. Puis des fois, il dit que ouais, hier, j'ai un peu mal, hier, j'ai lutté. Puis il lutte le soir. En yeah! plus, il fait ça en fin de semaine, il lutte le samedi soir. Il est super sympathique. C'est bien beau, tu travailles 3 jours semaine, là, mais tabarnak, man, il travaille ces journées, là, comme il dort pas. Il nous a reçus chez eux là, pour l'épisode des fêtes, le 316% récemment, épisode légendaire. Allez voir ça, disponible en 2 parties en ce moment. Toujours le fun. Puis oui, c'est une grosse découverte là, pour C'est juste de la lutte. Là, puis on savait qu'il était bon, mais on savait pas à quel point il était sympathique aussi. Super lutteur aussi. Ben très technique. Des backflips, des... Puis YouTube, il passait du côté obscur aussi, fait que ça doit pas te déplaire. Comme lui, il fait lire sa liste de ses accomplissements. Là, puis ça, c'est fort. C'est fort. Il est rendu Pee-Wee méchant. Il a toujours été Pee-Wee, l'homme au mille sourires. Oui, Pee-Wee, l'homme au mille accomplissement. Puis dernièrement... Puis oui, man, je veux être ref dans un de tes matchs. Ben oui, puis je vais avoir ton back. Moi, on a des contacts. Moi, je suis commentateur à Generation Next. On a notre ami Benny Ismoni qui est commissaire à Generation Next, l'autorité. On a Pee-Wee qui est quand même un gros joueur là-bas. On a ami Golden Greg, le partner à Pee-Wee. On pourrait dire que Pee-Wee, c'est un ami. Mais en même temps, je pense même que j'ai un... J'aurais même pas besoin qu'on me prête un chandail d'arbitre. Je pense même que j'en ai un. Parce que, quand j'ai commencé à. Quand t'allais voir des shows de lutte, t'étais au cas où. Non, ça, c'est parfait. T'es un ton show de ton chandail d'arbitre, puis là, tu comptes de 2 dans. Mais faut toujours que tu sois prêt. Si l'arbitre se blesse, c'est pas qu'en marque. C'est parce que quand j'ai commencé à faire beaucoup de télé, je faisais beaucoup d'affaires. Tu sais, moi, j'étais un sportif de salon. Fait que je faisais beaucoup d'affaires à RDS ou à TVA Sport. Puis là, j'allais là, puis je suis comme, man, je rencontre tout le temps des vedettes sportives, tu sais. Fait que je me suis dit, man, moi, je suis un fan de sport. Fait que je me suis mis à acheter des chandails pour les faire signer. Fait que, tu sais, j'ai un chandail Alain Côté, le but est bon. J'ai un chandail des Remparts signé par Patrick Roy. Cool, ça. Puis je m'étais dit, asti, j'aimerais ça rencontrer Kerry Fraser. Puis je m'étais acheté un chandail d'arbitre. Il était supposé être à TVA Sport pendant que j'étais là. Puis finalement, il était comme en Zoom. C'était avant Zoom, mais il était via satellite. Via satellite, ça sonne tellement plus big. Carrément. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cet arbitre-là? C'est lui qui a fait que le but était pas bon de Alain Côté. Fait que moi, je voulais le chandail des Nordiques, le but, puis Alain Côté me l'a signé. Alain Côté, le but était bon. Mais il était surtout vocal là, comme arbitre. T'as pu l'avoir ta signature, finalement. J'ai pas la signature de Kerry Fraser, qui était à l'arbitre, qui a dit que le but était pas bon. Puis ça, pour te situer, c'est un match canadien-nordique dans les années 80. Puis c'était une rivalité bigger than Pee-Wee puis n'importe qui. Quoi? Et il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui. Fait que les arbitres, c'est vraiment eux qui décidaient si le but était bon ou non. Puis la PAC a retraversé la ligne rouge. Ben, le gardien l'a swipé du Canadien. Classique gardien, ça. Je suis gardien, puis je trouve ça bien correct. Carrément. Et l'arbitre, il a dit pas de but. Mais tu sais, c'était un match très important. C'était dans une série ou juste avant une série. Je pense que les Nordiques gagnaient, faisaient les playoffs. Ouais, c'est ça. Puis bref, ça l'a créé de la bisbille dans tout le Québec. D'ailleurs, ma mère était fan des Nordiques parce que son fantasme, c'était Michel Bergeron, qui était le coach à l'époque. On la comprend. Et mon beau-père, qui était le mari à ma mère à l'époque, tripait ses Canadiens, puis il s'était pogné. Puis il habitait pas encore avec nous autres. Mon beau-père avait son propre logement. Ma mère avait dit « Va-t'en chez vous ». Puis je me souviens, Claude, il trouvait ça drôle. Il disait « Ben voyons, tu sais, comme non, comme décaliste, tu t'en vas dormir chez vous. » Puis là, je me souviens, j'avais regardé ma mère, puis je suis comme « Oh fuck, ma mère est sérieuse. Elle est comme pas de bonne humeur après Claude quand moi je fais un mauvais coup. » Puis il est parti dormir chez eux. Puis tu sais, j'étais comme... Ce soir-là, je l'avais laissé, là. Ben, pour le but, là. Toi, t'étais très, très jeune, mais t'étais un cadeau du ciel. Là. On parle de 86 probablement ou 88. Jusqu'à 96, les Nordiques existaient à Québec. Là, puis dans les parties de Noël, là, ça brassait. T'avais un grand-père qui prenait pour les Nordiques. Tu parlais pas de la religion, de la politique ou des Nordiques puis Canadiens. Tu peux parler plus de la politique que les Nordiques. Là, parce que ça brassait. Fait que, bref, j'ai chanté les Nordiques signé par Alain Côté. Puis il m'a même écrit le but est bon. Puis il est frémé. Puis je voulais le chandail de Kerry Fraser puis le mettre vraiment juste à côté. C'est encore, c'est très, très lutte. Le mec était installé. Mais si tu veux être arbitre, là, nous autres, on a un troisième frère qui a été arbitre. C'est un métier dangereux parce qu'il s'est blessé gravement. Et là, il n'est plus arbitre. Il fait partie des arbitres qui se tiennent debout. C'est-à-dire qu'il s'est disloqué l'épaule pendant un compte de 2. Arrête donc! Et il a quitté. Et d'habitude, c'est show must go on. C'est sûr que les gens sont comme, bon, bref, j'ai un autre bras pour compter. Puis il s'est levé. C'est terminé. Il est parti. Là, il a dit à l'annonceur, qui était comme dans des festivités à Saint-Jean-sur-Richelieu, que c'est un peu...
cirquesque, je te dirais. Fait que là, c'était un monsieur avec un chapeau de cirque puis tout, le genre de dompteur de lion, là, je suis prêt à l'imager. C'est lui qui a fini le match en tant qu'arbitre. Fait que, tu sais, c'était parfait pour les fans de lutte. Là, t'es là, l'arbitre quitte, tu stagé, le genre d'animateur là, qui lance des couteaux pour 30 secondes, est rendu arbitre. Tout est parfait. Mais c'est dangereux. Tu peux te casser l'épaule. Faut que tu je continue dans mon filon, Bob le chef, lutte, on fait des liens, on continue là. Arbitre spécial, méchant, ça s'établit que tu vas être méchant à un certain moment donné. Puis moi, je pense que t'as déjà les bonnes cartes pour être un heel, pour être un méchant dans la lutte, parce que tu peux parler puis dire moi, je vous ai montré à cuisiner. Si c'était pas de moi, vous seriez même pas capable de faire autre chose que du craft dinner saucisse. Même là, c'est moi qui vous ai montré à mettre des saucisses dans le craft dinner. Une rivalité naturelle avec Bentol. Déjà, ça s'écrit tout seul. Moi, je dirais, si tu veux vraiment te faire haïr, t'arrives et tu dis c'est pas cher à l'épicerie, c'est juste vous autres qui savez pas cuisiner. Moi, je trouve ça bon. Je pourrais insulter Benjamin Tulle. Mais oui, ton tu peux. spaghetti, c'est de la merde. Ça serait malade. Tu sais que je t'aime, Ben. En tout cas, mais on place les cartes. On place les cartes pour plus tard. Là. Cet extrait-là va être réutilisé. C'est juste le bout où tu dis ton spaghetti, c'est de la merde. Puis on coupe. Donc, comme ça. On fait jouer ça. Des fois, ils font ça là, pendant. Il y a un match, puis là, il y a un extrait vidéo qui joue pour le distraire. Puis là, les lumières s'éteignent, ils s'allument, puis je suis dans le ring. Là, on est fort sur le fantasme. On rêve. Hey, j'ai pas noté, on a commencé à quelle heure? Vers 2h30, c'est ça, à peu près? Ah, on est là, ça. Là, ça fait 1 heure. OK, c'est bon. On a encore un peu de temps. Moi, je suis là. Ben oui, aucun stress. C'est juste que j'aime ça savoir pareil. On a quand même plusieurs questions. Et Guillaume les a divisées en bonnes questions, questions vidanges, puis questions gênantes. Fait qu'on va commencer par les bonnes questions. Ouais, on filtre. On a Jesse Fush, que j'imagine que tu connais parce qu'il connaît tout le monde. OK. Non, Jesse Fush? OK, j'aurais pensé. Rouge pompier, extérieur, ça fait. Qui demande une recette vegan que tu peux manger 30 minutes avant un match en tant que lutteur, sans problème. Ah, man, moi, c'est fou. J'essaie de super bien manger ces temps-ci. Puis. Parce qu'il dit quelle recette que tu peux manger, te faire rapidement, une demi-heure avant un match et pas te chier dessus pendant le match. Je pense que c'est un peu ça. L'humus, c'est la meilleure affaire. C'est protéiné en plus. Tu veux manger des protéines, je pense, avant un match. T'as méga protéines, des pois chiches. Puis vas-y avec des légumes qui ont une grande quantité d'eau, comme le céleri. Qui se digère beaucoup plus rapidement, admettons, là, c'est... fait que, tu sais, un céleri avec humus, céleri, ça va être bon, ça. OK, fait que c'est pas trop lourd, puis tu sais, ça se digère bien. Tu peux le faire backstage, il faut juste que tu t'amènes comme un pied mélangeur, tu ouvres la canne, tu l'égouttes, tu crisses ça là-dedans. Tu mélanges pois chiches, humus, puis ça serait ça ton repas, maintenant? Non, pois chiches, c'est de l'humus, c'est des pois chiches écrasés. Mais je savais... un petit peu de beurre de sésame, tes pois chiches, prends de l'ail en poudre aussi parce que des gousses d'ail, si t'enlèves pas le germe ou si ton ail est moindrement vieille, tu vas avoir des troubles de digestion, mais de l'ail en poudre, ça sert à ça. Tu n'auras pas. Ail en poudre, t'as tes pois chiches. Quoi d'autre t'as dit? Céleri? Céleri, c'est pour tremper dedans. OK. Puis sel, poivre, that's it. C'est tout? Puis tu ferais manger ça? Tu fais ton pied mélangeur, tu blends ça. Puis ton pied mélangeur, si tu veux vraiment être débile, t'es comme dans un match extrême, tu te branches avec une extension, puis tu sais, dans le front de quelqu'un. Mais là, ça, c'est quand même... c'est quand même pas fou. Claude Legault placé NESST. Ça répond à une autre question. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on amène comme arme qui est relative à la cuisine dans les fans apportent les armes. Fait qu'un pied mélangeur. Un pied mélangeur, ça serait fucking violent. Là, on est dans le Extreme Championship. As-tu déjà apporté une arme dans un match? Tu sais, des fois, il y a des matchs, les fans apportent les armes. As-tu déjà fait ça? J'ai jamais fait ça, mais si j'avais à le faire, je prendrais un marteau de boucher. La question était... Qu'est-ce que les pics pis tout? Dernièrement, il y a un lutteur qui a remis à la mode le coupe pizza. C'est ça, c'est nice. C'est un lutteur qui s'appelle Matt Cardona à la WWE, qui était Zack Ryder. C'est un lutteur hyper clean. Puis là, il s'est fait renvoyer, il est tombé sur la scène indépendante. Puis il a été lutté contre le gars qui fait le plus de lutte hardcore au monde, un fou, je pourrais dire. Il y a des deathmatchs. Ça, c'est la coche au-dessus de hardcore. On prend des néons puis on se coupe pour vrai. Il a été lutté contre. Là, on s'attendait à un match hyper clean. Finalement, ça a fini avec le pizza cutter dans le front. Puis justement, à ma croiseur de lutte, il était là. Puis il faisait une conférence, lui, sur les deathmatchs. Encore gimmick de lutte, il en a fait un. Tu me parles de ça, moi, là, un de mes lutteurs préférés de l'époque qui est décédé à cette heure, c'était Mike Awesome. Puis Mike Awesome, qui était un flop total dans WWE, mais dans ECW, il faisait les ambulance matchs. Et moi, je me souviens, j'avais vu un match d'ambulance. Puis écoute, à la fin, là, il avait sauté comme du buckle à dans full.
puis il avait glissé. Puis il est énorme, hein, Mike Awesome, en il s'était rentré passant. le genou d'une chaise qui était vissée dans le sol. Puis tu voyais là, que ça, c'était pas stagé parce qu'il avait glissé comme dans la bière. Tu sais, tout le monde s'était tassé. Puis j'étais là, oh, ça a fait mal pour vrai. Puis man, il boitait à la fin. J'étais comme Chris qui se donne, Mike Awesome. Tu sais, mais il s'est donné, il est mort. J'ai plein de souvenirs de ce gars-là à WSW qui fait des powerbombs à des gars. Puis j'imagine que le table qu'il avait, c'était fais-moi confiance, je vais te lancer dans les tables. Puis finalement, il est lancé un peu à côté. Là. Mais il faisait son powerbomb, c'est une grosse powerbomb hyper violente. Puis il en faisait beaucoup dans les matchs hardcore. Puis je pense que c'est à la fin de sa carrière que je l'ai connu. Là. C'était tout le temps ça. C'était comme, regarde, je suis Mike Awesome, je vais réussir. Puis là, finalement, il visait pas à table. C'était quelque chose. Il est fort, allez voir, là, puis c'est une grosse pièce d'homme aussi. Fait que il fait des sauts, mais ouais, Mike Awesome, la run à ECW, c'est du bonbon là, de A à Z. Dans la catégorie encore les fans apportent les armes, quelqu'un disait qu'est-ce que tu penses des gens qui amènent de la bouffe pour les matchs, les fans apportent les armes. Donc, quelqu'un qui, par exemple, j'ai déjà vu Bentol contre le vegan wrestler. Marcus Burke, qui apportait une grosse courge ou de la nourriture. Qu'est-ce que tu penses d'utiliser de la nourriture dans les matchs de lutte? On en a parlé plus tôt. Roddy Piper qui a battu sauvagement Jimmy Superfly Snuka avec un coconut. Allez voir ça, c'est sur YouTube. J'ai écouté récemment, d'ailleurs. Donc, t'es pour. Oui. Okay. Ça dépend. Tu sais, entarter quelqu'un, ça s'est fait. Mais tu sais, un coconut... Carlito qui mangeait une pomme et la crachait au visage. Ça, c'était bien. C'est un classique. Bon, tantôt, j'ai une autre question ici. Tu aimes crier pendant les shows. Oui. Donc ça, c'est connu. Puis c'est établi encore plus clairement ici. C'est quoi que t'aimes le plus crier? C'est quoi? T'as-tu un chant favori ou qu'est-ce que t'aimes crier? Des insultes. C'est des insultes. Ça y va, tu sais, c'est au gré du moment, c'est sûr. Il y a de l'inspiration. On peut partager plutôt, tu sais, c'est quoi nos chants préférés, toi, Guillaume? T'as-tu un chant en tête que j'aime bien Sois poli. J'aime bien ça, surtout à Québec ou Montréal. Sois poli. Mais parlant de chants, on voit des personnalités publiques. J'ai été voir un show, puis il y avait Maxime Gervais des Picbois qui était là. Gros fan de lutte et le meilleur gars pour partir des chants. C'est incroyable. C'est une machine, puis il devient comme un personnage dans la foule. J'étais voir la Total Crap au Club Soda. Tu disais, lui, il était dans la foule? Oui. On était à Total Crap. Fait que là, la soirée, c'est juste des clips gênants de lutte 1980. Et entre ça, on a des gros combats de lutte. C'était Benton avec des grosses vedettes qui arrivent, mettons, de l'Ontario, même des States. Puis, t'as Maxime Gervais qui est à côté, puis Chris, c'est juste Genie ce qui lance tout le long. Puis, sa meilleure quote, c'est qu'il y avait Bentol, puis il est à côté de moi, puis il dit Hey Bentol, c'est ce qu'il a écrit avec ton nom? Puis il dit Non, quoi? Va chier, mange la marde! Puis il s'est rassis. C'est génial. Ça, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai parti, mais un des meilleurs chants au stade Canac, justement, là, il y avait, je me souviens pas qui, un lutteur se battait contre une lutteuse. On va le trouver. C'était un combat intersexe, parce qu'en 2024, on n'est pas l'égalité. Ça devait être Lou Farrell. C'était un gars contre une fille, et il y a un chant qui a commencé où tout le monde criait « T'es bandé ». T'es bandé. Mais d'après moi, ça doit être Michel Plante, parce que Michel Plante, il porte le même suit qu'André le Géant, juste à une bretelle. Oui. Et je pense qu'il y a un bon moule pépèche. Là. Ça pointe. Là. Le monde, il criait « T'es bandé », puis il se battait contre une fille, puis j'étais comme ça. Ça, c'est du peu génie. Mais la lutte, des fois, il en faut pas gros. Il y a des chaînes géniales. On a été voir Collegian, la All Elite, justement. C'est quoi, au mois de septembre, novembre? Pas important. Puis il y avait un dark match. Dans le fond, c'était un match non télévisé. Puis c'était un lutteur qu'on connaît pas qui se fait squash en 30 secondes ou 2 minutes par un autre lutteur. Puis c'est plate. Ça fait genre 4 matchs de suite qu'on voit de même. Puis là, c'est juste du recording. Puis on sait pas c'est qui. C'est un peu mort. C'est avant que le monde arrive pour le gros show. Puis là, le gars, il se fait lancer dans le coin. Puis il se fait juste crier « Oushka » en tombant. Puis là, il en fallait pas plus. La foule de Montréal se lève. Tout ce qu'il faisait, c'est « Oushka, Oushka, Oushka ». Il y avait des chants « Oushka, Oushka ». Après ça, le monde demandait des t-shirts « Oushka ». Puis ça a fini qu'à la fin, la présentatrice l'a présenté comme Oushka. On n'a jamais su c'est quoi son nom. C'était là d'ailleurs, on l'a jamais su. Parce qu'à la télévision, j'imagine ça va peut-être avoir. Je sais pas si ça va être présenté, il va avoir son nom, son nameplate, mais lui, Oushka. Mais je te dis, tu as 3000 personnes qui crient juste que un lutteur crie pendant l'histoire d'une seconde. Là, la lutte, c'est pour ça qu'on disait All Elite, c'est une foule professionnelle. Il faut que tu sois prêt. Tout peut devenir un chant. Tout devient un chant. Mais c'est comme Ric Flair la première fois qu'il avait Wouh! Ouais, ben, je pensais pas que les forces armées américaines où tout le monde utiliserait le woo pour se motiver avant de quoi que ce soit. Je lisais même le livre de Kane, là, sur la partie politique, elle est moins bonne, là, mais la partie lutteur, lui, il disait, en tant que lutteur, là, si on pitch une idée, vilain à fond, ce qu'il dit, lui, il a fait l'erreur de tester, mettons, son personnage de dentiste, puis il dit, ça aurait pu m'emmener à un autre niveau, je l'ai pas fait, j'ai été chanceux. Mais il dit, comme Undertaker sur papier, là,
pire personnage ever. Là. C'est un croque-mort. Ouais. C'est cheap. Ouais. Puis ça en est fait une légende. Mais, sur papier, tu lis ça. On te donne ça. Mettons, Ouais. tu vas aller à NSPW. Hey Bob, tu vas être un croque-mort. Attention à tes mains, tu frappes, là. Ça gosse, hein. Ça va Ça être tantôt ordinaire, je là. tique, là. Ouais. Excuse-moi. Bon! On continue. Excusez, ça c'était plus intense. Mais là, on a parlé des arbitres spéciales, on a parlé, qu'est-ce qu'on a parlé de ton rôle dans la foule aussi. Moi, je me demande, si tu étais valet, mettons, manager, y a-t-il quelqu'un que tu aimerais accompagner, mettons, dans le monde de la lutte au Québec, ou sinon, on peut aller dans le monde, on peut aller dans la fantaisie aussi, quelqu'un que tu dis, hey, moi, je l'aurais accompagné, tu sais. Parce que t'as juste Joe Cormier à NSPW qui est manager Marco. Ouais. Ils ont un Bob dans l'autre coin. Il y avait Linso Gabo, anciennement de Omnichrome, oui. qui est encore dans Omnichrome. Là, Hein? Il fait ses trucs en solo sous le nom de Gaboine. Allez écouter ça. C'est super Carrément, bon. il était manager de lutte aussi. Qui, je sais pas, peut-être Bentel, ce serait un bon match, pardon. C'est vrai, hein? Ouais. Naturel. T'sais, on se connaît en plus, fait qu'on pourrait, Bob on le pourrait chef, bander ça des idées. fonctionne. Je pourrais justement là, Faire un shake. là, Non, ou, pas y passer comme un objet incognito dans le ring. là, J'aimerais ça s'il passe un fouet de cuisine. Tu sais, de quoi qui fait pas nécessairement mal. Un Mais croissant là, que t'as oublié qui est tout sec. Là. bing! Ben, c'est une bonne idée accompagner Bentol. Fait que ça a été nommé ici. On va aller dans les questions vidanges aussi. Ici. Merci ouais, Guillaume allons-y, de l'avoir répertorié. Merci, oui. Surfer Sting ou Crow Sting? C'est pour ça que Crow Sting, définitivement. Yo, ça c'était bon, là. C'est NWO, encore bon, on y va en juste rafale. dire. On y va les questions vidanges, on y va en rafale. NWO ou DX? NWO. Ou WCW ou WWF? Ah, c'est tough. Il y a eu une époque, j'étais WWE vraiment, là, Steve Austin, The Rock. Écoute, Steve Austin sortait, là, j'avais 22 ans, j'écoutais la lutte le lundi soir. Puis je pense que j'ai déjà pleuré. Tu sais, je pense. Avec raison. Ça venait me chercher justement là, les Chris tantôt, je disais, là, de Road Dogg, puis Billy Gunn, là, les tag teams. Oui, c'est ça. fort, C'est ma prochaine question. Road Dogg ou Ahmed Johnson? Road Dogg. OK, parfait, c'est difficile celle-là. Là, toutes les questions de notre frère Nick qui est passé en rafale. Ouais. Écoutes-tu la All Elite? Oui, ben oui. Ouais, parfait. Québec ou Montréal? Je suis. On a des questions vidanges. Moi, là. moi, je suis pas dans les rivalités Québec-Montréal, pour vrai, parce que j'ai des bons amis de Québec. J'aime bien ça, les taquiner quand je vais à Québec, mais j'habite à Montréal, puis je vois tous les défauts de Montréal aussi. Fait que, ouais, je déménage d'ailleurs de Montréal. Là, Nordique ou Canadien? Ça continue. Ah, ben là, ça, c'est Canadien all the way, par exemple. Ton lutteur préféré de tous les temps? Ça, c'est chien évident, je sais pas si c'est pire comme question. C'est Ric Flair, mon lutteur préféré de tous les temps. Bon Absolument, choix, Ray. bonne réponse. Écoute, il y avait le clan. C'est comme Canadien, Nordique. T'avais Hulk Hogan, OK, puis t'avais Ric Flair qui était de l'autre bord. Ric Flair, il n'a jamais voulu. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il aille dans WWE. Ric Flair, à ce jour, je niaise pas, il y a un documentaire 30 for 30 de ESPN sur Ric Flair. Quand je file pas, je l'écoute. Relativement récent ou c'est. Ça a peut-être 5 ans de OK. ça. Il parle. Ah, man. Puis il parle. Qu'est-ce qui te réconforte là-dedans? Je dis que ça te réconforte, là, je sais pas. Mais Ric Flair, il a une vie incroyable. Pour vrai OK. que le monde, je pense pas qu'ils s'attendent à ça. Histoire de crash d'avion, tout ça. Oui. Et son alcoolisme, la perte de son fils. C'est un gars qui est très doux. Ça me semble un peu downer, là, écoutez ça Non, quand tu man, fais le pas, là. non, il y a quelque chose. Puis écoute, ma blonde, elle témoignerait. Ma blonde, j'y fais écouter des fois le high flying, snake skin wearing, jet flying, c'est malade. limousine riding. Yo, il est incroyable. Je l'écoute ça des fois là, pour me remonter le moral. As-tu été voir la griffe de fer au cinéma en ce moment? Pas encore. Non? J'ai Ça hâte, t'intéresse, ça? j'ai hâte de le voir, vraiment, c'est sûr. Que je vais aller voir ça. Montre pas trop tes attentes pour la représentation de Ric Flair, mais OK. c'est sympathique. C'est Mais sympathique. si vous êtes fan de lutte, googlez ça, là, ça se trouve Ça se trouve. Ça se trouve. Non, mais allez pas sur ESPN parce que je pense même pas que vous pouvez écouter ESPN au Canada, à moins que vous ayez un. VPN. Ouais, c'est ça, mais 30 for 30 avec Ric Flair, un des meilleurs documentaires de lutte qui a été fait.
Dans la catégorie, mais je vais l'écouter. Question gênante. Ça, c'est selon Guillaume. Si t'as un conseil à donner aux gars du podcast, qu'est-ce que ce serait? Ah, dude, vous êtes fucking bon, man. Pour vrai, c'est pas un conseil, ça? Non, mais changez rien, man. C'est malade, là. Chris, parler de cuisine, de lutte, tout est là. Il vous faut une ceinture de lutte dans la tablette en arrière là, pour aller avec les plantes en plastique. Mais on a un Funko. Au niveau du décor, un effort rendre ça plus lutte. C'est ça la critique. Ben, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait son foam finger qui était arrivé. Oui, mais ça, c'est arrivé tout ça, là. T'aurais tout ça. Et tu vois, mec, c'est sur le gun. S'il nous apporte le foam finger. Yes, sir! Yo! Ça se fait plus. J'en avais un de Roddy Piper, justement, un Piper's Pit orange que j'ai traîné. Ça vaut cher, ça sort ces affaires-là. C'est le genre de truc de memorabilia qu'ils disent en anglais, des trucs qui sortent. Je collectionne des bébelles épouvantables. Puis All Elite a ramené aussi, là, parlant de collection, là, je sais pas si t'as déjà été là-dedans, mais les figurines, ces affaires-là, là, ils en font vraiment des solides, puis on peut ramener. Ramener ça parce que ça a toujours été présent. Mais... On a parlé vite de Linceau Gabo. Man, il y a une nasty de collection de figurines. On l'a reçu une fois au podcast parce que lui, c'est un gros tripeux de All Elite Wrestling particulièrement. Fait que je serais pas surpris qu'il soit à Québec, là, par exemple. Là, mais oui, il y a une énorme. On en a plus ou moins. Non, on en avait parlé. Il y en a, là. Un peu un autre. Là. Ouais. Il est connaisseur, puis lui, c'est aussi les t-shirts qu'il connaît beaucoup. Là, fait que c'est. En tout cas, moi, je trouve fascinant. Moi, je trouve. Là, il y a une nasty de marché pour ça parce que j'étais allé dans une friperie. Mon kid, il tripe bien gros friperie. Il se fait ses propres styles, puis tout. Puis, man, il y avait un t-shirt de Steve Austin, mais comme les vieux. Avec les mains en serpent. Là, Austin 316. Puis, il vendait le t-shirt 150$. Puis, j'étais comme, tu sais, tu peux le trouver neuf sur le web. Mais il en vend encore. 30$. Il n'a pas été fait en 1998, mais justement, surtout un t-shirt. Moi, un t-shirt, c'est quelque chose que j'aime porter neuf. Tu sais, pas un petit dessus d'un t-shirt. Mais Gabo serait pas d'accord. Il t'expliquerait qu'ils sont pas cool de la même façon. C'est tous les t-shirts qui se trouvaient genre à 5$ au Walmart. Puis là, on avait honte de les avoir, on les a tous jetés. Comme, j'aurais dû les garder. Je disais, c'est tout les bumper jackets de lutte ou du Canadien de 1990, c'est tous les plus beaux. Là, puis là, ils commencent à revenir un peu. Mais j'ai malheureusement une collection de manteaux satinés. Ah ouais? J'ai beaucoup d'équipes. Ma blonde est découragée, comme t'es portes même pas. Je suis comme, c'est pas ça le but. Moi, j'ai le même problème, mais côté lutte. J'en ai un Sting, un deuxième de Sting. J'en ai un Hulk Hogan avec un gros Hulk Hogan dans le dos rose. Hier, on déménageait. Ma blonde a fait une story Instagram où comme j'étais en train de pacter les affaires, mon chum. Puis c'est la troisième fois qu'on déménage de logement. Puis je trimballe un esti de chapeau en fromage que je sais pas à quoi il sert. Puis hier soir, les Packers jouaient à la télé. Fait que je suis man, pack pas mon... Tu sais, j'y ai dit. J'étais comme, pack pas mon chapeau, les Packers, j'ai besoin de la game à soir. Qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai repris sa story et le frame suivant, c'est moi qui écoute le football avec mon chapeau sur la tête. Oui, Chris. Moi, je m'étais acheté à WrestleMania, il y a 2 ans à Dallas, je m'étais acheté un gros chapeau de cowboy de WrestleMania. Très bonne idée sur place. Wow. Moins bonne idée quand tu sors de WrestleMania à Dallas. T'es allé à Dallas voir WrestleMania? Oui. C'est le retour de Stone Cold Steve Austin. Mais si tu veux te sentir légitime dans le fait de rembarquer dans la lutte, rembarquer dans cette passion-là, passe du temps avec nous autres. Là, tu vas dire, hey, crème, c'est pas si pire, je suis pas si tripeux que ça. Non, mais ça, c'est. Ben oui, Guillaume, il a comme développé ce hobby-là dans les dernières années de voyager pour la lutte. Là, puis, là, je m'en vais de The Rock là, à Philadelphie. The Rock revient. C'est malade. Quand je suis allé, j'ai amené mon fils à New York l'an passé. On a fait un voyage père et fils. Puis la All Elite, Chris, qu'on s'est couché tard. La All Elite Wrestling, justement, il était à New Jersey. Puis on a vraiment... Puis il restait des billets, puis c'était très abordable. Puis on a vraiment pensé, là, tu sais, prendre le métro, puis le train, puis traverser le pont, puis s'en aller à Jersey. Mais ça... me rendre, j'avais pas peur. C'était de revenir à New York. puis même, j'étais comme... tu sais, je vais payer 100$ de taxi, puis ça va être correct. Mais après, je suis comme, man, c'est compliqué de trouver un taxi là-bas, puis tout. Le kid, il va commencer à débuzzer un moment donné aussi. Là. Il est minuit du soir, il a 12 ans, puis... tu te reprends au mois de mars. Exactement. La lutte a des places dangereuses. Je prends la balle au bon. Là. Quand j'étais à Dallas, j'étais voir WrestleMania, mais j'ai été voir aussi des shows un peu plus indépendants. On était à une place, on pogne un Uber, on dit, on va voir tel show. C'est quand même une grosse fédération indépendante aux États-Unis. On s'entend que ça va être une belle place. C'était pas tant une belle place. Puis là, on s'en va avec un Uber, puis là, le gars, il fait comme, tu ici, tu sais? Ben, je sais pas, moi, je connais pas Dallas, mais tu sais, il dit, garde, moi, je vous débarque, allez voir, c'est là, faites-moi un thumbs up,
Sinon, moi, puis j'éteins pas le char. OK. Là, ça me met en confiance, là, on va là. Puis c'était comme un bâtiment, j'ai un bâtiment en briques rouges, un peu crado, là. Puis tout ce qu'il y a pour t'indiquer que c'est le show de lutte, c'est une feuille en cartable écrit genre JCW. OK. Puis t'es comme, bah, ça doit être ici. Puis tu rentres, puis il y a un thrift store, il y a un gars qui lutte pour, qui rappe pour lui-même sur un ring de lutte. Genre, ça doit être dessus. C'était comme l'avant-match. Ah, c'était fou, là. C'était d'une foule professionnelle là, qui était heureuse d'être là, mais y aller, j'étais un peu nerveux. Quand le gars, il flash les lumières, c'est correct, OK, c'est correct. J'apprécie le côté fan que t'as. Là, c'était cool. Ça devient entrepôt désaffecté, là, mais c'était cool. Mais c'était... On a Pee-Wee qui demande qui est le meilleur lutteur québécois et pourquoi c'est Pee-Wee. Ah! Pee-Wee, écoute, je vais aller avec Pee-Wee, pour vrai. Non, mais c'est lui qui pose la question. Fait qu'il répond, c'est facile. Parce que, man, je me souviens, il avait dit son âge. Il est un petit peu plus jeune que moi. Puis moi, je me considère quand même en forme, mais je l'avais vu lutter. Puis je suis comme, oh my God, OK, tu sais, des somersaults, puis tout. Je sais comme lui, il est en forme pour vrai. Oui. Puis c'est après sa retraite aussi. C'est le total package, puis oui. C'est un gars athlétique. C'est un gars qui est capable de jaser avec la foule. C'est un gars qui est capable d'attirer à lui seul du monde à des galas. Il y a une bonne présence médiatique, absolument. Puis il est 100% classe, puis oui, là, moi, je l'apprécie. Smart, ouais, Chris de bon gars. Ouais, ben, crime. Vous l'avez appris ici. C'est ton lutteur préféré. C'est Pee-Wee. Il y a quelqu'un qui demande ton lutteur préféré à vie. Ben, c'était Ric Flair. Ah, on l'a dit tantôt. Mais je veux juste savoir si ça a changé des fois. Ça Ouais, des fois. Il y a Stéphanie qui nous demande. Question piège. Il y a Stéphanie qui nous demande est-ce qu'on peut remplacer l'orge par du riz? Ben, il y a du monde qui font des risottos d'orge, fait que oui, j'imagine que tu peux. Ça doit être rare, tu dis non, toi, en cuisine. Non, mais une soupe d'orge, tu mets du riz dedans, puis ça va être aussi bon. Il n'y a pas de stress. OK, on peut dire dans cet univers-là des matchs qui t'ont marqué à vie. Tantôt, on a parlé du cage match Undertaker contre Mankind. Mike Awesome dans AECW, je me souviens pas contre qui se battait, mais c'était vraiment la première fois que je voyais comme la AECW, c'est encore des cassettes VHS que tu te prêtais. C'était comme de la pornographie des années 80 un peu. Il fallait que tu te prêtes ça. Yeah, puis ça m'avait beaucoup marqué. Sinon, j'essaie de penser quelque chose. Ah oui, de bon match que j'ai vu justement au centre Paul Sauvé. Jacques Rougeau avec son frère Raymond. Leur gros ennemi à l'époque, c'était les frères Garvin, Jimmy puis Ronnie Garvin. Puis eux autres, les Garvin, leur move, en fait, c'est les années 80, fait que leur manager, c'était une fille avec comme des gros cheveux au spray net. Puis elle donnait une canne de spray net, puis il avait comme spray netté la face à Jacques Rougeau, puis avec c'était un très, très bon match. Là. Il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour là, du même sujet, fait que je vais la poser dans mes mots. Tu fais un watch-along chez vous, il y a un événement de lutte, tu décides de l'écouter ensemble, il fait beau, on est dehors, tout ça. Qu'est-ce que tu cuisines pour ton groupe? Qu'est-ce que tu suggères? Quelque chose de pas trop compliqué pour un groupe de fans de lutte qui vont écouter de la lutte. On se rappelle qu'un gala de lutte, ça peut durer 2, 3, 4 heures aussi. Fait que une question de qu'est-ce qu'on peut cuisiner. Puis les réponses sont multiples, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as en tête. C'est comme le Super Bowl un peu. Il faut que tu ailles une étape. Faut que tu commences léger. Tu sors pas ton gros chili en partant parce que tout le monde va foirer dans le divan. Fait que tu commences avec... Par étape, là, quand même. Fait que tu commences avec quelque chose... Là, même je commencerais avec pas des ailes de poulet, des ailes de chou-fleur, qui est la version végétarienne d'ailes de poulet. Un petit peu plus léger. Disponible au boblechef.com, j'imagine. Yo, c'est super facile en plus. Là, tu coupes ton chou-fleur, les fleurons, tu roules dans la sauce barbecue. Tu peux épaner si tu veux, mais même pas besoin. Tu roules dans la sauce barbecue de ton choix. Tu mets ça au four à température haute. Le chou-fleur va cuire. La sauce barbecue va caraméliser un peu. Tu commences avec quelque chose, ça se digère bien. Un popcorn au caramel, quelque chose en plus. Du popcorn au caramel, ça, c'est un must. Parce que quand il y a des bad calls, il y a quelque chose de mauvais qui se passe, tu peux pitcher du popcorn à ta TV. Tu casses rien. Et justement, là, un crescendo, là, justement, là, de bouffe. Faut te rendre au Chili. Exactement, faut te rendre au Chili. C'est bon, j'aime ça l'idée que ce soit étape par étape. J'ai vu passer sur boblechef.com récemment. C'est boblechef.com, le site? Oui, exactement. Que tu avais fait les fameux Rice Krispies avec des bars Mars. Des bars Mars, J'ai vu ça passer. Puis, est-ce que c'est à la hauteur de c'est fucking attentes? bon, man. C'est mieux que des bars Rice Krispies.
Krispies. Puis, je dis, t'as besoin de 4 barres Mars, je pense 2 tasses de Rice Krispies, puis du beurre. Puis, on est dans les recettes en bas de 10 là, quand même. Yeah, ça, c'est fucking bon, man. Ouais. Excellent. Fait qu'on vous avez votre menu pour votre watch-along là, pour All Elite Wrestling. All Elite Wrestling, WrestleMania qui s'en vient 2 soirs. Que tu peux faire ton menu sur 2 jours. C'est bien, là. C'est important d'être préparé. Absolument. Hey, je veux, avant qu'on finisse, je veux mentionner, on parlait des plus beaux moments de lutte. Oui. J'en ai un en particulier. J'aime ça, on est dans cette zone-là, puis ça te pop. Mon frère, mon grand frère, je pense à vous autres, vous êtes frères, et mon grand frère, James, m'amenait à la lutte. Jimmy, comme on l'appelle chez nous, m'amenait à la lutte au Vieux Forum. Et lui aussi, il l'échappait. Il m'amenait là avec son chum Frank. J'ai 2 bonnes anecdotes de lutte. On a le temps. Avec son chum Frank Lallier. C'était son chum du secondaire. Puis il m'amène un gala de lutte de la WWF, je pense, à l'époque. Puis c'était Junkyard Dog contre Moondog Spot. Et ça me dit rien le deuxième. Il a moins traversé les époques, lui. Lui, il avait un os. Il avait comme un gros os. C'était un blanc, il me semble, avec comme des cheveux blonds un peu frisonnés. Un genre de pas en forme. Là. Et les deux se battent et c'est d'un... Ouais, exactement. Hein, je l'ai bien décrit. Quand même. Et le match est d'un ennui. Puis il y a un os. Ouais, il y a un os. Et le match est d'un ennui monumental. Okay. Et mon frère se lève debout et il crie... Tuer ce tabarnak-là. Et tout le monde a acclamé mon frère. Et c'est pas un... Mais tu sais, ton grand frère, c'est quand t'es kid, c'est ton idole. Moins à cette heure parce que, tu sais, vous vous approchez de... Mais, passons. Non, mais tu sais, je chum avec mon frère, mais c'est plus comme mon grand frère comme avant, tu sais. Mais à cette époque-là, j'étais comme... Ah, mon grand frère, c'est un demi-dieu. Ouais, puis son chum, Frank Lallier, qui venait avec nous autres, Frank Lallier, c'était à l'époque, c'était un livreur chez Molson, puis c'était un asti de gars costaud, là, comme un 6 pieds 5, 2,40 là, à l'époque. Un gros monsieur. Ouais, on l'appelait monsieur. Puis... Ma mère, j'adore ma mère, mais ma mère est poisson des fois. On peut en pogner dans des gags. Et à l'époque, il y avait l'école de lutte Édouard Carpentier à Montréal où tu allais pour apprendre à devenir lutteur. Un peu comme l'école de lutte qu'il y a à Saint-Roch. Et Frank Lallier avait fait accroire à ma mère autour du 20 mars, 15 mars, qui s'était inscrit à l'école de lutte Édouard Carpentier et il fallait y trouver un nom de scène. Et ma mère a tellement pris ça à cœur. Et moi, il me semble que c'est pas ma mère, j'aurais demandé ça. Puis à ma mère, c'est comme le vilain gaillard. À ma mère, là, le bon petit gars. Le bon petit gars. Le soir, ma mère, elle écrivait, il pourrait s'appeler le Viking, Robert. Puis là, il sortirait avec un casque de Viking. Et c'était bien sûr un poisson d'avril. Puis au final, il était pour s'appeler Black Pepper. Puis, ça, c'est fort. Ouais, c'était vraiment... C'était ça le nom qui avait été avec. Puis le 1er avril, mais il avait dit à ma mère que... Puis ça, c'est comme dans ma famille, ça, c'est une anecdote qui, écoute, ça, c'est arrivé comme en 1987 probablement. Et encore, ça sort encore Noël. Black Pepper. Black Pepper, man. Yes, sir. T'es investi, puis tout. Je pense qu'on peut pas finir sur une meilleure note. Mais t'as une deuxième anecdote, t'as dit. C'était ça. Excusez, j'ai manqué un bout, là, je pense bien. Un gros merci, Bob, d'avoir pris le temps d'être venu. C'est juste de la lutte. Yo, merci à vous autres. Longue vie au podcast. Dites-moi quand ça sort, je vais tout partager ça. Puis j'ai hâte de vous voir le 27 mars à 19h au Centre Vidéotron. Soyez-y, mesdames et messieurs. Yeah. Il reste des billets sur gestev.com. Allez checker ça. C'est bon, ça. Merci, Bob. Merci. Ça vous autres? C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Binic, puis les autres, une sitcom plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. CJDLL is MDK all fucking day.